Ceci est un livre audio autogénéré par Google. PREFACE. À l'heure où le droit des jeux et paris devient de plus en plus complexe, tentaculaire et spécifique, du fait notamment de leur rencontre avec l'Internet, il manquait une réflexion académique approfondie en ce domaine. Monsieur Mathieu Escande en propose désormais une dans cet ouvrage, issu d'un travail de thèse soutenu à l'Université Toulouse-Capitole le 10 octobre 2012 devant un jury composé de messieurs les professeurs Marc Nicot, Arnaud Renoir et Fabrice Rizzo. Dans une première partie, Monsieur Escande rappelle que le droit des jeux et paris trouve ses fondements en droit des contrats, soumis au principe de l'interdiction des jeux, en raison de considérations morales. C'est précisément aux racines historiques de l'activité de jeux et paris que puise Monsieur Mathieu Escande, pour retracer les principes fondamentaux gouvernant la matière. Mais pour mieux cerner les particularités du droit français, Monsieur Escande en donne une lecture dynamique, non seulement dans le temps mais aussi dans l'espace. En comparant les règles gouvernant la matière, notamment par une analyse très détaillée des droits en Europe et au sein des États américains, Monsieur Escande parvient à montrer que les législateurs eurent des conceptions radicalement différentes de cette activité de jeux et paris. Il faut alors souligner à quel point les analyses comparatistes menées ici sont totalement novatrices et riches. Fort de ces considérations historiques et comparatistes, Monsieur Escande invite alors une relecture originale des jeux et paris en s'intéressant aux motivations d'ordre public qui fondent la matière. La définition même de l'ordre public est interrogée, les doutes alors soulevés étant corroborés ensuite par l'analyse des jeux et paris en ligne. Dans la seconde partie, Monsieur Escande quitte l'approche classique des jeux et paris pour s'aventurer dans l'environnement numérique. L'Internet mérite en effet des développements propres, tant en raison de l'importance prise par l'activité menée en ligne que par la particularité des règles l'organisant. Le législateur français a en effet tenté d'endiguer les activités illicitement proposées à l'origine au public français, en accordant désormais l'autorisation de proposer certains types de jeux, poker, paris sportifs, paris hippiques, à partir d'un site internet depuis la loi du 12 mai 2010 sur les jeux et paris en ligne. S'il a été dit à de nombreuses reprises après les arrêts Gambelli 2003 et Placanica 2007, que l'ouverture de la concurrence avait été imposée par la jurisprudence de la Cour de justice contre les monopoles étatiques et pour garantir les libertés de prestation de services et d'établissement des opérateurs, il s'est avéré en réalité que la Cour fasse une lecture plus subtile des obligations des États dans Arrêt Santa Casa 2009, selon le comportement de ces derniers dans la lutte contre les risques d'addiction aux jeux et le blanchiment d'argent. Monsieur Escande démontre alors une certaine ambiguïté de la loi française, autorisant les jeux mais les encadrant au profit de quelques opérateurs. Il conclut alors que si l'impératif d'ordre public continue à l'heure actuelle de fonder les normes régissant l'activité de jeu, cette notion voit son sens évoluer, sous l'effet des particularités de la loi de 2010, particulièrement ambiguë. Au final, 3 ans après l'adoption de cette loi, le marché ainsi créé s'avère peu attractif, de nombreux acteurs l'ayant quitté faute de modèle économique rentable. Le principal mérite de Monsieur Escande est sans doute d'avoir réfléchi sur ces sujets sans parti pris et en lien constant avec les questionnements pratiques des opérateurs de jeux. Diriger ces travaux fut un véritable plaisir, et il ne fait aucun doute que cette étude sera tout à fait utile aux praticiens, universitaires et étudiants. Devenu avocat, Monsieur Escande est désormais l'un des spécialistes du droit des jeux qu'il vit avec passion. Tout en gardant raison. Céline Castet-Renard, professeure de droit privé, Université Toulouse-Capitole, IRDEIC, Centre d'excellence Jean Monnet. Sigle et ABREVI ATI ONS. Introduction. 1. Le besoin dicta les premiers contrats, l'échange, la vente et le louage. Mais l'audacieuse activité de l'esprit humain ne se renferme pas dans le cercle étroit des besoins. Ne se bornant pas même à l'immensité des choses que la nature et l'industrie ont mises à notre disposition, elle a entrepris de soumettre à ses calculs et à ses spéculations ce qui ne nous appartient pas, ce qui est hors de notre dépendance. Le hasard lui-même est devenu la base des contrats aléatoires, produits d'une civilisation déjà bien avancée, et qui, à mesure qu'ils sont plus éloignés de la nature, exigent davantage l'intervention du droit positif. 2.
Phénomène universel et intemporel, le jeu est inhérent à la nature humaine. Il déchaîne les passions, divertit tout en emplissant les esprits d'espoir et de rêve pour aboutir la plupart du temps à des déceptions et des malheurs. Obsession à l'effet contagieux, il ne cesse d'intriguer. Le jeu représente un besoin d'évasion, une recherche de moments extraordinaires dans laquelle l'homme se montre insatiable. Régi par des textes anciens et longtemps délaissés par la doctrine, le droit des jeux d'argent et de hasard est redevenu aujourd'hui un thème attractif de recherche. L'apparition des jeux et paris en ligne ont récemment fait l'objet d'abondants contentieux devant les juridictions nationales et supranationales. Les jeux d'argent et de hasard virtuels ont ainsi suscité l'attention des législateurs et entraîné la promulgation de lois nouvelles et adaptées. L'effervescence autour de cette activité économique, engendrée par la dématérialisation des offres de jeux et paris, fut le point de départ de ces travaux. Ce thème de recherche donne la possibilité d'aborder un domaine juridique oublié, complexe et controversé. Le droit des jeux d'argent et de hasard est ancien, mais aussi transversal et touche presque toutes les branches du droit. 3. Dans le Code civil, le jeu fait figure d'exception. Il est à la fois reconnu comme un contrat, tout en étant exclu de la sphère du droit. L'article 1965 du Code civil n'accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d'un pari. Et l'article 1967 dispose que le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu de la part du gagnant dol, supercherie ou escroquerie. Le législateur reproche au jeu de dépendre du hasard. Lorsque les joueurs s'en remettent au sort pour définir l'issue de la convention, les lois du contrat sont inhabituelles et contreviennent aux bonnes mœurs, ainsi qu'aux principes de sécurité et de prévisibilité juridique. 4. L'homme entretient une relation singulière avec les jeux d'argent et de hasard. La passion se transforme parfois en fureur. Le jeu devient dévastateur pour les joueurs lorsque l'espérance du gain repose sur le hasard. Le jeu, l'argent et le hasard sont trois éléments dont l'homme fait usage quotidiennement. Ils sont à la fois voisins et étrangers. Pris indépendamment, le jeu, l'argent et le hasard sont des notions extrêmement éloignées. Observés ensemble, sous une approche systémique, ces trois éléments sont au cœur de la vie de tout individu. Le jeu, l'argent et le hasard ont une fonction sociale qui, lorsqu'ils sont réunis, accentue considérablement l'empathie de l'être humain. Les liens uniques et particuliers qui unissent l'homme au jeu ont toujours été au centre des préoccupations des législateurs. Les jeux d'argent et de hasard ont perpétuellement suscité l'intérêt de la loi, car cette activité prédispose les individus à troubler l'ordre public. Les rapports socio-économiques entre l'homme et le jeu sont ainsi essentiels à la compréhension du droit des jeux d'argent et de hasard, et dessinent le cadre contextuel de cette étude. Au regard de cette relation si particulière, l'intervention du législateur apparaît inéluctable afin de dissuader, prohiber et limiter les troubles à l'ordre public causés par le jeu. Dès lors, la technique législative relative aux relations entre l'homme et le jeu est d'un grand intérêt et retiendra l'attention au cours de l'analyse en ce qu'elle repose sur la notion d'ordre public. 2. 1. Les rapports immodérés entre l'homme et le jeu. 5. Le jeu est profondément enraciné dans la culture humaine, son omniprésence et son inertie guident le comportement sociétal de l'homme et imprègnent fortement les rapports des individus avec les choses qui l'entourent. Cependant, la faculté du jeu à subjuguer l'âme humaine a fini par détourner l'acte ludique de sa fonction première, le divertissement. L'être humain est parvenu à ériger le jeu en industrie, à l'élever au rang d'activité économique, organisée et lucrative. 6. L'homme et le jeu. Le jeu est un acte spontané et naturel qui suscite chez l'homme un besoin inconditionnel de jouer. Le jeu n'a pas d'autre finalité que le jeu. Il permet de s'extraire de la vie courante et d'échapper au rappel des contraintes quotidiennes. Le jeu est par essence un acte libre qui se déroule dans un contexte totalement fictif, détaché de l'espace et du temps. Cette action irrationnelle place l'être humain dans un monde virtuel, lui permettant de se libérer de tout préjugé manichéen et l'écarte de la notion du bien et du mal, l'antithèse du vrai et du faux. Le jeu ne comporte pas de fonction morale, ni vertu ni péché. L'issue étant toujours indéterminée, le jeu a pour objectif d'entraîner les joueurs vers l'incertitude. Mais le jeu est aussi réglé.
Il est encadré par des lois séparées du monde ordinaire. Le but est de se divertir, ce qui range le jeu parmi les activités improductives. Cependant, il n'est pas qu'une distraction. Il a également une vocation sociale importante, permettant un rapprochement entre les individus. 7. L'homme et l'argent. L'homme a également établi des rapports essentiels avec l'argent. Après avoir assuré sa survie, l'espèce humaine a cherché à améliorer ses conditions de vie. Les femmes et les hommes ont rivalisé d'ingéniosité et d'idées afin de façonner leur vie courante. Auparavant, le troc était le meilleur moyen d'échanger. Avec le temps, l'or et la monnaie ont été introduits comme des instruments d'échange et de valeur universelle. Le rôle économique de l'argent est devenu si évident que son emploi n'a que rarement été remis en question. La monnaie et l'économie sont au centre des débats. Il semble que la richesse soit aujourd'hui le point de départ de toutes les lois. Rares sont les choix politiques et législatifs qui ne peuvent être reliés, directement ou indirectement, à un intérêt économique. 8. L'homme, le jeu et l'argent. Il fut une époque où la seule récompense dans le jeu était la gloire, l'honneur, la considération ou le prestige. Toutefois, le prix trouve rapidement refuge dans un enjeu de valeur marchande. La passion, la chance et le risque sont des éléments communs à l'économie et au jeu. Lorsque l'on introduit de l'argent dans le jeu, l'acte ludique perd son extériorisation avec la vie courante. L'argent plonge le jeu dans la réalité, il n'est plus inoffensif. Le jeu offre aux joueurs insécurité et risque. L'argent appartient au monde réel et par conséquent, lorsqu'il pénètre dans le jeu, dénature sa fonction qui est de s'extraire du monde authentique. Avec l'argent, le jeu devient immédiatement sérieux mais reste toujours improductif. Les gains de l'un étant l'exact équivalent des pertes de l'autre. Le jeu ne crée aucune richesse, les joueurs procèdent uniquement à un transfert de propriété. L'organisateur demeure le grand gagnant de cette opération, car il est le seul à ne pas se soumettre aux lois du hasard. Toutefois, avec l'argent, le jeu est susceptible de créer des dommages à ceux qui le pratiquent et d'engager leurs responsabilités. 9. L'homme et le hasard. Les êtres humains attachent une importance irrationnelle au hasard, lequel se rapproche de la notion d'aléa, de sort, de fortune et de chance. Cette chose inique qui ne se partage pas, et qui révèle la plus criante et la plus injuste des inégalités. Tout être humain, de sa naissance jusqu'à sa mort, est soumis aux caprices de la fortune. Sa force, son intelligence, sa beauté, sa santé dépendent principalement des lois du hasard. Même après la mort, pour ceux qui y croient, le sort décide des élus et damnés. Pour l'esprit humain, le hasard renvoie au sacré et au pouvoir divin. Parce qu'insaisissable, il est attractif. Le hasard est si fondamental pour la croyance de l'homme, qu'il l'a inscrit dans la plupart des religions. Le hasard est perçu comme une décision divine. Dans l'Ancien Testament, Josué partage par la voie du sort les terres conquises aux enfants d'Israël. Le Nouveau Testament raconte que la fonction des prêtres pour servir le temple était également tirée au sort. Dans le Coran, Mahomet déclare « Tout ce qui est ignoré sera soumis au tirage ». Pour les musulmans, il est ainsi possible de s'en remettre au sort pour désigner le père d'un enfant de filiation inconnue. Dans la mythologie grecque, les dieux divisent l'univers au hasard. Zeus hérite du ciel, Poséidon de la mer et Hadès des enfers. Dans la mythologie hindoue, l'intrigue du Mahabharata se fonde sur la partie de dés dans laquelle le roi d'Inde, Yudhishthira, perd tout, son royaume, ses frères puis son épouse. En Amérique du Nord, les chamans guident la vie des tribus amérindiennes par l'observation des signes de la nature. Les déplacements d'animaux constituent des oracles, qui désignent les actions à suivre à chaque consultation des divinités. Le hasard est tout aussi sacré qu'incontrôlable, ce qui le renvoie forcément à la volonté d'un dieu. 10. La conception surnaturelle du hasard a toujours entaché la vie réelle de l'homme. Dans la Grèce antique, les magistrats étaient tirés au sort. Aujourd'hui encore, les jurés convoqués lors d'un procès sont désignés aléatoirement. Le fait que l'aléa soit un paradigme pour le droit signifie que le hasard est très certainement un critère important pour l'être humain. Sous un certain angle, le hasard serait une garantie d'impartialité, d'indépendance, de neutralité et d'égalité. C'est pourquoi les Grecs et les Romains représentaient Thémis, Justitia, et Tyche accent aigu, Fortuna, avec les yeux bandés.
11. L'homme et le jeu de hasard. Le jeu de hasard rapproche le mortel de l'Éternel. Le joueur se situe dans des conditions artificielles dans lesquelles il a l'occasion de se mesurer indéfiniment au sort, pour tenter de le conjurer. Contrôler son destin est une obsession humaine. Souvent, les superstitions dans le jeu ont pour but de rationaliser l'événement incertain. Si l'homme comprend et maîtrise le hasard, il devient tout-puissant, l'égal d'un dieu pour quelques instants. 12. Les jeux d'argent et de hasard. Les jeux d'argent et de hasard sont la conjugaison de plusieurs désirs humains. Tout en se divertissant, un individu a la faculté de s'enrichir par la réalisation d'un événement aléatoire qu'il espère contrôler. Avec les jeux d'argent et de hasard, l'être humain s'applique à faire le contraire de ce qu'il fait habituellement. Le travail est en effet le parfait contraire des jeux d'argent et de hasard. Au lieu de récolter les fruits de ses efforts, l'individu attend la décision du sort pour s'enrichir. Roger Caillois exprime avec clarté la profonde méfiance du législateur à l'égard des jeux de hasard. La chance n'est pas seulement la forme éclatante de l'injustice, de la faveur gratuite et imméritée, elle est aussi la dérision du travail, du labeur patient et acharné, de l'épargne, des privations consenties en vue de l'avenir, en un mot de toutes les vertus nécessaires dans un monde voué à l'accroissement des biens. De telle sorte que le législateur tente à en restreindre le champ et l'influence. Les jeux d'argent et de hasard conduisent inéluctablement à l'intervention du droit, non seulement en raison de la nature de l'activité, mais aussi à cause de la masse des enjeux économiques que le jeu véhicule. 13. L'industrialisation des jeux d'argent et de hasard. L'introduction d'enjeux de valeur monétaire est probablement l'écueil auquel la grande majorité des législateurs a été confrontée. Malgré son immoralité, le jeu spontané entre joueurs a pratiquement toujours été toléré pour respecter leur liberté. En revanche, le jeu devient illégal lorsqu'il est organisé. Un contrat de jeu ou de pari conclu entre un joueur et un professionnel ou avec un opérateur est pénalement interdit, mais seul l'organisateur est passible de sanctions pénales. Pour comprendre l'ampleur du problème et mesurer les risques de l'organisation des jeux d'argent et de hasard, il faut regarder les sommes d'argent colossales concentrées par l'industrie du jeu. Les recettes perçues par l'ensemble des casinos sédentaires dans le monde s'élèvent à 117 milliards de dollars en 2010 et s'estiment à 182 milliards pour 2015. En France, l'industrie des jeux d'argent et de hasard, tous secteurs confondus, paris hippiques et sportifs, casinos et loteries, enregistre plus de 62 milliards d'euros de mise en 2010, près de 11,5 milliards d'euros pour la Française des Jeux, FDJ, plus de 10,2 milliards d'euros pour le Paris Mutuel Urbain, PMU, et 40,7 milliards d'euros pour les casinos en France. Il existe 197 casinos en France avec un produit brut des jeux, PBJ, national de 2,5 milliards d'euros, les mises moins les gains. Avec 10 400 points de vente, le PMU exploite les paris sur les courses hippiques en dehors des hippodromes depuis 1954 et compte 6,5 millions de clients en 2009. La FDJ possède 35 800 points de vente, compte 27,8 millions de clients en 2010 et exploite les loteries, les jeux à gratter ainsi que les paris sportifs. À l'évidence, les enjeux économiques sont colossaux. 14. L'État impose aux opérateurs des prélèvements très importants sur les recettes des jeux organisés. Certains parlementaires n'hésitent pas à parler de « rançon du jeu » et des États croupiers. La loi de finances rectificative de 2012 indique que les ressources affectées au budget de l'État résultant du produit des jeux, des loteries et des paris s'élèvent à 3,5 milliards d'euros, dont plus de 2 milliards sont versés par la Française des Jeux. L'impôt sur les jeux est devenu le véritable enjeu de la réglementation des jeux d'argent et de hasard. La démesure engendrée par ce secteur d'activité nécessite des rapports entre l'homme et le jeu réglementés par la loi et l'ordre public. 2. Les rapports réglementés entre l'homme et le jeu. 15. Le législateur a conscience que les jeux d'argent et de hasard sont immoraux, socialement inutiles, dangereux et intrinsèques à l'humanité. Effectués de façon spontanée, les jeux et paris sont contraires aux bonnes mœurs sans toutefois transgresser la loi. Accomplis de manière organisée, les jeux et paris deviennent prohibés et sévèrement réprimés par la loi pénale. Pour ces motifs,
La plupart des États ont constitué des monopoles et exercent un contrôle extrêmement rigoureux sur l'organisation et l'exploitation des jeux d'argent et de hasard. À la définition des jeux par le droit. 16. Définition des jeux d'argent et de hasard. Les jeux d'argent et de hasard couvrent 3 conventions distinctes, les jeux de hasard, les paris et les loteries. Ils sont tous des contrats aléatoires dans lesquels les avantages et les pertes générées par les parties dépendent d'un événement incertain. L'article 1964 du Code civil pose que le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain. Tels sont le jeu et le pari. Les loteries ne sont pas envisagées dans le Code civil, mais appartiennent à la catégorie des contrats aléatoires. À l'inverse du jeu et du pari, les loteries sont généralement des actes organisés et rarement spontanés. L'offre est souvent publique mais comme le parieur, le joueur de loterie est inactif, incapable d'influer sur l'aléa. À l'instar du jeu et du pari, les loteries supposent aussi la remise d'un enjeu. Ces contrats comportent de nombreux caractères communs. Ils sont consensuels, synalagmatiques et onéreux. Ainsi, les jeux d'argent et de hasard s'opposent aux contrats commutatifs pourvus d'une sécurité et prévisibilité juridique. Selon Huck, les jeux d'argent et de hasard seraient les plus anciennes conventions aléatoires. Pour Jean-Baptiste Darac, ils seraient les contrats aléatoires par excellence. Le jeu, le pari et la loterie sont des conventions qui, par leur nature, requièrent le regard bienveillant du législateur. 17. Définition du contrat de jeu. Le jeu est un contrat aléatoire par lequel chacune des parties s'engage à accomplir une prestation déterminée au profit de celle qui vaincra les autres dans une compétition créée entre elles sous une forme quelconque et fondée à la fois sur l'adresse physique ou intellectuelle et sur le hasard. Les jeux de hasard sont à distinguer des jeux d'adresse. Les premiers sont prohibés, alors que les seconds ne le sont pas. 3 lois viennent encadrer l'organisation et l'exploitation des jeux de hasard. Tout d'abord, la loi numéro 83/628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard interdit la tenue, la participation et l'établissement d'une maison de jeux de hasard. Exceptionnellement, des maisons de jeux peuvent être autorisées si elles sont des casinos au sens de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, ou un cercle de jeux associatif, selon l'article 47 de loi de finances du 30 juin 1923. Depuis le 12 mai 2010, la loi numéro 2010-476 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne permet uniquement l'exploitation du poker en ligne sous la forme de jeux de cercle. 18. Définition du contrat de pari. Le pari, quant à lui, est un contrat aléatoire par lequel 2 ou plusieurs personnes qui sont d'avis divergents sur un sujet quelconque conviennent que celle dont l'opinion se révélera exacte bénéficiera d'une prestation déterminée de la part de l'autre ou des autres. Les définitions du jeu et du pari restent inchangées depuis Rome et correspondent également à celles données par la doctrine anglaise. En France, le pari est naturellement très encadré. Les paris sur les courses hippiques sont spécialement interdits par la loi du 2 juin 1891, ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux. Les paris sportifs en général sont prohibés en vertu de l'article 2 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries. Un grand nombre de dérogations sont permises dans le secteur traditionnel ainsi que dans le secteur virtuel. 19. Définition du contrat de loterie. La loterie est une offre publique onéreuse qui consiste à promettre un objet, un service ou tout autre bien de valeur, faisant naître l'espérance d'un gain qui serait acquis par la voie du sort ou résultant partiellement du hasard. L'article 1er de la loi du 21 mai 1836 dispose que les loteries de toute espèce sont prohibées. Toutefois, un droit exclusif d'exploitation est attribué à la Française des Jeux pour organiser des loteries à l'échelle nationale. Ainsi, une pluralité de lois impératives encadre l'organisation des jeux d'argent et de hasard. Le droit des jeux d'argent et de hasard est donc particulièrement éclaté et réglementé. B. La délimitation des jeux autorisés par l'ordre public. 20. La notion d'ordre public est couramment utilisée en droit, mais présente une portée et un contenu variables.
L'ordre public pose le principe selon lequel l'intérêt général l'emporte sur l'intérêt particulier. En revanche, sa mise en œuvre est diverse. Nourrie d'éléments moraux, sociologiques, culturels, politiques et économiques, son analyse permet de comprendre la finalité d'un droit et le but poursuivi par le législateur. La comparaison des conceptions de l'ordre public dans d'autres droits étrangers est un outil d'appréhension et d'évaluation remarquable. Elle pose en relief les préoccupations d'un législateur sur un domaine du droit. Mais l'ordre public s'emploie dans plusieurs branches du droit, et le droit des jeux abrite des préoccupations d'ordre public qui doivent retenir l'attention. 21. L'ordre public, selon la définition du vocabulaire juridique de Cornu, l'ordre public correspond à une situation générale, pour un pays donné, à un moment donné, l'état social dans lequel la paix, la tranquillité et la sécurité publique ne sont pas troublées. Au sein d'un ordre juridique, l'ordre public renvoie aux termes servant à caractériser certaines règles qui s'imposent avec une force particulière et par extension à désigner l'ensemble des règles qui présentent ce caractère. L'ordre public serait d'abord une notion de droit public, marquant une forte impérativité de la norme. 22. L'ordre public en droit administratif. Plusieurs domaines du droit s'approprient la notion d'ordre public tout en lui donnant un sens différent. Étymologiquement, le terme ordre renvoie à une organisation, un agencement de règles et de principes établissant une hiérarchie, un cadre délimitant un ensemble ordonné d'instructions pour éviter tout désordre de la vie en société. L'ordre est alors associé au terme public, signifiant une application erga omnes de l'ordre. L'ordre public ne concerne donc pas la sphère privée synonyme de liberté, mais vient au contraire la perturber. L'ordre public serait sans doute la première limitation ou restriction à la liberté offerte à chaque individu. Il est hiérarchiquement supérieur à l'ordre privé, et représentatif de l'identité collective qui dirige l'organisation sociale. Selon Carbonnier, l'idée générale est vague et celle d'un intérêt social essentiel, incomparablement supérieur aux intérêts privés en jeu. Ainsi, l'ordre privé et la liberté d'agir sont toujours subordonnés à l'ordre public. Il est alors tout à fait naturel que le droit public se soit emparé le premier de cette notion. L'ordre public est une forme essentielle de l'activité administrative. Paul Bernard fait référence dans sa thèse consacrée à l'ordre public en droit administratif à la théorie des circonstances exceptionnelles. La notion d'ordre public, qui dépasse le pouvoir de police administrative, crée au-dessus de l'ordre légal un ordre juridique moins précis mais plus important parce que correspondant à la nécessité pour la collectivité de vivre et à l'organisation harmonieuse des rapports entre les règles et les institutions. L'ordre public est à l'origine une conception nationale, mais a fait naître un ordre public international. 23. L'ordre public en droit international public. L'ordre international public émane de l'ordre public national mais revêt une dimension supranationale. Il a pour objectif de garantir l'intérêt général international. Ainsi, l'ordre public international se constitue d'une série de règles de droit indépendantes de la volonté souveraine des États qui ont la liberté de s'y conformer ou non, et de leur reconnaître un caractère obligatoire ou non. L'ordre international public appartient donc à la communauté internationale, mais ne s'impose pas aux États en vertu du principe d'État-nation. L'acception donnée à la notion d'ordre public en droit international public est à distinguer de celle rencontrée en droit international privé. 24. L'ordre public en droit international privé. En droit international privé, l'ordre public est le prolongement de l'ordre public national d'un État. Il s'agit du moyen de faire valoir l'ordre public interne d'un pays sur la scène internationale. En droit international privé, l'ordre public serait le fondement de trois mécanismes distincts. L'exception d'ordre public qui correspond à la fonction d'éviction de l'ordre public, d'une part, et les lois de police ainsi que les règles matérielles qui traduisent la fonction de rattachement de l'ordre public, d'autre part. L'ordre public est parfois utilisé par la doctrine comme un mécanisme de rejet de normes étrangères et porte le nom d'exception d'ordre public. Il est tantôt un fondement, tantôt un mécanisme. En premier lieu, l'ordre public est globalement un critère d'appréciation de la norme étrangère pour la mise en œuvre de l'exception d'ordre public. En second lieu,
lorsque l'ordre public intervient, il est comparable à l'emploi d'une loi de police également appelée loi d'application immédiate. L'ordre public interne possède ainsi un rayonnement international dont la charge est de sauvegarder l'ordre sur le territoire national. L'ordre public appartient à la sphère du droit public, mais connaît également une dimension internationale. Son application en droit privé a essentiellement un rôle impérieux et coercitif. 25. L'ordre public en droit privé, en droit pénal, toutes les lois ou presque sont d'ordre public. Le droit répressif interdit et sanctionne, afin d'éviter les débordements et désordres publics. En droit civil, l'ordre public défend les intérêts de l'État aux dépens de la liberté contractuelle. Il fixe des limites applicables aux intérêts particuliers, en vertu de l'intérêt général. L'ordre public se manifeste à travers l'article 6 du Code civil selon lequel on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. L'ordre public constitue une barrière générale à l'autonomie des volontés, consacrée à l'article 1134 alinéa 1er du Code civil, et permet d'ajuster les lois impératives selon les besoins de la société et la volonté du législateur. L'usage ne peut pas non plus déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. La violation de l'ordre public est si grave qu'elle possède un caractère péremptoire, et la nullité d'une convention contraire aux bonnes mœurs peut être soulevée d'office par le tribunal. Portalis explique l'origine de l'article 6 du Code civil, fondé sur la maxime jus publicum privatorum pactis mutari non potest. La portée de l'ordre public sur les intérêts privés est ainsi délimitée. Le droit public est celui qui intéresse plus directement la société que les particuliers, et le droit privé est celui qui intéresse plus directement les particuliers que la société. On annule les conventions contraires au droit public, mais on n'annule pas celles contraires à des lois qui ne touchent qu'au droit privé ou à des intérêts particuliers. Cette explication est capitale puisqu'elle justifie l'existence des articles 1965, 1966 et 1967 du Code civil. Pour les rédacteurs du Code civil, le jeu et le pari touchent aux intérêts particuliers des cocontractants et ne sont donc pas contraires à l'ordre public, mais sont en revanche immoraux. 26. L'ordre public en droit privé et les bonnes mœurs. L'ordre public et les bonnes mœurs sont des notions extrêmement vastes qui interviennent logiquement pour encadrer les jeux d'argent et de hasard. Elles sont également excessivement floues, et par conséquent délicates à définir. La définition de l'ordre public retenue par la doctrine est généralement celle posée par le professeur Mallory, qui définit l'ordre public par le bon fonctionnement des institutions indispensables à la collectivité. L'ordre public a pour but de défendre l'ordre et les principes fondamentaux de la société. Les bonnes mœurs ont en revanche pour objectif la sauvegarde des valeurs essentielles de la société à un moment donné. Elles doivent être conformes à la morale, laquelle s'identifie explicitement à la morale chrétienne. Selon Gousset, le jeu n'est point mauvais de sa nature, mais il est facile d'en abuser. On doit donc le régler suivant les principes de la sagesse chrétienne, par rapport aux personnes, au temps, aux lieux et aux circonstances qui l'accompagnent. 27. L'ordre public et les bonnes mœurs sont intimement liés et difficilement dissociables. Les bonnes mœurs ne seraient que l'acception morale de l'ordre public. Lorsque l'ordre public est associé aux bonnes mœurs, il deviendrait un ordre public moral. Inévitablement, l'ordre public concerne alors les jeux d'argent et de hasard, puisque l'immoralité de cette activité blesse les bonnes mœurs. 28. L'immoralité, l'inutilité et la dangerosité du jeu, la passion intarissable de l'homme pour le jeu, l'argent et le hasard, exigent des lois strictes, rigoureuses et dissuasives. Les législateurs ont de tout temps et en tout lieu tenté de réfréner la portée des conventions de jeu et paris. Les juristes français et anglais soulignaient remarquablement leur inutilité et leur dangerosité. Blackstone considère que le contrat de jeu est le plus absurde des contrats, puisqu'il ne s'agit en dernier ressort que de savoir sur qui tombera la ruine, et que le vainqueur tarde rarement à subir le sort du vaincu. De tous les vices c'est le plus effrayant, il rend le peuple paresseux, le porte à la débauche, l'enhardit au crime. Portalis, quant à lui, est affligé devant les conséquences du jeu,
notre âme est froissée, nous frissonnons quand on nous présente sur la scène le spectacle d'un joueur déchiré par le remords, environné des débris de son patrimoine, accablé sous son infortune et ne pouvant supporter le fardeau de la vie au milieu des reproches et des pleurs d'une famille désolée. Quel que soit le résultat du jeu ou du pari, il y a un gagnant et un perdant avec, dans les deux cas, des conséquences immorales et contraires aux bonnes mœurs. Le premier, plus riche et heureux d'avoir dépossédé et ruiné son adversaire, se détournera du travail et sa fortune le conduira à l'oisiveté. Le second, démuni de son patrimoine et de son épargne durement gagnée, conduit sa famille à la décadence. Malgré les effets désastreux de cette activité, la loi tolère les jeux entre particuliers sans les autoriser. 29. L'ordre public et la prohibition des jeux organisés. Distinguer le jeu intéressé du jeu désintéressé ou encore différencier le jeu de hasard du jeu d'adresse revient à déterminer lesquels d'entre eux sont immoraux ou inutiles, et par voie de conséquence, à connaître ceux prohibés par la loi. Tel est le premier regard que l'on peut poser sur le droit des jeux d'argent et de hasard. Depuis la plus haute Antiquité, le législateur s'est efforcé de déterminer selon les époques et ses propres intérêts, les jeux qui devaient être autorisés, tolérés ou condamnés. L'ordre public accorde aux citoyens certaines facultés ou établit certaines prohibitions. Dans ce cas, l'ordre public répond à une volonté politique qui varie avec le temps et sera définie par le législateur ou le juge. Ainsi, en période d'expansion et de prospérité, l'ordre public ne restreint que les domaines essentiels de la vie en société et contribue au développement des libertés. À l'inverse, en période de trouble et de récession, l'ordre public ordonne la vie économique et fait apparaître un ordre public économique et social fort et contraignant. 30. Appliqué aux jeux d'argent et de hasard, l'ordre public permet de dissocier le jeu inoffensif du jeu dangereux, le jeu spontané du jeu organisé et le jeu toléré du jeu interdit. Ainsi, malgré l'indulgence de la loi à l'égard des jeux et paris spontanés, la méfiance et la sévérité du législateur se sont rapidement portées sur les opérateurs qui font commerce des jeux d'argent et de hasard, condamnant fermement l'organisation et l'exploitation de cette activité immorale. Devenus de véritables industries, les jeux, les paris et les loteries se sont développés de manière spectaculaire, exigeant une réglementation stricte et rigoriste face à une offre illégale omniprésente. La prohibition totale est inutile, car aucun arsenal juridique ne semble assez puissant pour dissuader les joueurs d'assouvir leur passion pour le jeu. L'interdiction générale n'est efficace que dans la mesure où une offre licite, limitée et étroitement contrôlée subsiste. En son absence, les joueurs se tournent inévitablement vers l'offre illégale. La défense de l'ordre public est donc un objectif majeur du droit des jeux, en ce qu'il garantit la préservation de la morale et des bonnes mœurs. 31. L'ordre public et la dérogation à l'exploitation des jeux, mais trop stricte, l'interdiction générale est susceptible de produire des effets pervers et indésirables. Le législateur a alors choisi d'accorder sa faveur à certains jeux, exclusivement organisés par l'État. L'ordre public dirige l'activité de jeu vers un réseau légal et étatique, afin de détourner les joueurs des offres illicites. Il prend alors une apparence plus sociale, en préconisant la redistribution du produit des jeux à la collectivité. Ainsi, le législateur a autorisé les jeux en instituant des monopoles au profit de l'État. L'ordre public moral laisse place à un ordre public social et économique, évoluant avec les mœurs. Le jeu se démocratise et n'a plus rien d'inavouable. Réduit au territoire national, l'activité de jeu est aisément contrôlable et malgré les dangers, l'organisation et l'exploitation des jeux d'argent et de hasard restent guidées et encadrées par l'ordre public. Il s'agit alors d'un ordre public de direction dans un but d'intérêt général. L'ordre public en droit des jeux revêt donc de multiples acceptions, morales, sociales et économiques. Ainsi, l'ordre public appliqué aux jeux a évolué et s'est, plus récemment, encore modifié sous l'influence du droit européen et de l'Internet. C'est la mutation récente de l'ordre public et de l'organisation des jeux. 32. L'ordre public des jeux dans l'espace européen. Dans l'espace international, l'ordre public interne d'un État est susceptible d'être mis à l'épreuve dans le cadre du commerce international. Chaque pays est en droit de requérir les mesures nécessaires à la défense de son ordre public,
par des restrictions aux échanges internationaux. Cette logique n'est toutefois pas celle du droit européen et du marché intérieur de l'Union. Au sein de l'Union européenne, la construction du marché intérieur repose notamment sur les principes de liberté d'établissement et de libre circulation des services. Un État membre est en mesure de restreindre une activité sur son territoire lorsqu'elle est contraire à l'ordre public national, et à condition que cette restriction soit fondée sur une raison impérieuse d'intérêt général. Ainsi, pour la Cour de justice de l'Union européenne, CJUE, l'obstacle au libre-échange doit être légitime et par conséquent, cohérent et proportionné aux objectifs fixés par l'ordre public de l'État membre. 33. Le droit européen possède une fonction de régulation et d'harmonisation, susceptible d'influencer l'ordre public interne français. Néanmoins, le secteur des jeux d'argent et de hasard est exclu du marché intérieur selon les directives européennes numéro 2031 du 8 juin 2000 sur le commerce électronique, et numéro 2623 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Dès lors, cette activité reste pour l'essentiel encadrée par les législations nationales de chaque État membre. Toutefois, l'évolution numérique et technologique a créé une rupture avec les modes de vie antérieurs et a accéléré la remise en cause des règles établies, en faisant naître des situations transfrontalières entre les pays de l'Union européenne. 34. L'ordre public des jeux confronté au cyberespace. L'Internet a profondément modifié le comportement des citoyens et des marchands dans les échanges commerciaux, et les jeux d'argent et de hasard n'ont pas échappé à ce bouleversement. Avec l'apparition des jeux et paris en ligne, le législateur a maintenu ses monopoles traditionnels et les a transposés au cyberespace, se fondant logiquement sur un ordre public des jeux, unique et homogène, applicable tant au secteur hors ligne qu'au secteur en ligne. Sous l'effet d'une pression continue de la Commission européenne, des opérateurs désireux de s'introduire sur le marché français des jeux et d'une jurisprudence de la CJUE équivoque dans le domaine des jeux d'argent et de hasard en ligne, le législateur français a ouvert le secteur des jeux en ligne à la concurrence par la loi numéro 2010/476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. 35. Les enjeux. Depuis l'adoption de la loi nouvelle, le droit français des jeux d'argent et de hasard est scindé en deux. D'un côté, le secteur des jeux hors ligne continue de se voir appliquer toutes les règles antérieures à la loi. Les jeux traditionnels sont ainsi toujours organisés et exploités par des monopoles. D'un autre côté, le secteur des jeux en ligne est ouvert à la concurrence et connaît de nouvelles règles. Or, le marché des jeux d'argent et de hasard doit répondre aux mêmes contraintes de protection de l'ordre public, qu'il s'agisse du secteur traditionnel ou virtuel. Quel que soit le mode de commercialisation et distribution des jeux, le législateur doit toujours avoir la même volonté: prévenir les risques liés aux jeux excessifs ou pathologiques, protéger les mineurs et éviter toute activité frauduleuse ou criminelle, telle que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ces objectifs sont communs aux lois organisant des monopoles sur les jeux hors ligne, et à la loi qui ouvre à la concurrence les jeux en ligne. De ce constat, il convient de s'interroger sur les particularités des jeux en ligne et sur l'exigence d'une loi spéciale pour les jeux virtuels. Il est également utile de connaître les raisons originelles de l'ouverture à la concurrence des jeux exclusivement réalisés dans le cyberespace. L'encadrement par les règles des jeux traditionnels est-il inadapté aux jeux virtuels? La distinction entre les jeux hors ligne et en ligne est-elle réellement fondée? La séparation législative entre les jeux traditionnels et virtuels ne viendrait-elle pas perturber l'homogénéité de l'ordre public en droit des jeux d'argent et de hasard? Le législateur a-t-il véritablement mesuré les effets d'une ouverture partielle à la concurrence dans un domaine d'activité aussi dangereux et concerné par la sauvegarde de l'ordre public? La loi nouvelle ne risque-t-elle pas d'avoir des répercussions directes sur l'organisation des jeux hors ligne exploités par des monopoles? 36. La passion de l'homme pour le jeu, ainsi que son inventivité à créer de nouveaux jeux, oblige les législateurs à redoubler d'efforts pour endiguer ce phénomène. L'ordre public est une notion malléable et semble être le meilleur outil de lutte face à l'évolution permanente de l'organisation des jeux d'argent et de hasard. L'ordre public est capable de muter
et de s'adapter aux circonstances posées par une activité économique aussi dangereuse et complexe que celle des jeux d'argent et de hasard. Il dirige et protège selon des objectifs tantôt économiques, tantôt sociaux. Enfin, l'ordre public représente l'intérêt général gouverné par une conscience collective. L'organisation des jeux d'argent et de hasard doit satisfaire l'ensemble de ces exigences pour ne pas être considérée immorale. 37. Si l'organisation des jeux en ligne poursuit des objectifs d'ordre public identiques aux jeux traditionnels, ces jeux devront être étudiés séparément des jeux hors ligne, afin de rechercher si le changement de mode de commercialisation des jeux mérite une loi spécifique et si cette loi s'inscrit correctement dans la législation traditionnelle des jeux. Il sera également nécessaire de vérifier si les mesures prévues par la loi nouvelle sont aussi efficaces à la sauvegarde de l'ordre public que celles imposées à l'organisation des jeux hors ligne. Enfin, la réponse à ces questions permettra de mesurer, au final, si la création de deux marchés parallèles par le législateur, uniquement fondés sur des conditions d'exploitation différentes est justifiée et si elle ne conduira pas à une rupture ou une altération de la protection de l'ordre public. 38. L'étude a pour objectif d'analyser les mutations de l'ordre public en droit des jeux d'argent et de hasard, afin de connaître les limites à son évolution. L'orientation adoptée par l'ordre public doit toujours avoir pour but l'intérêt général, la sécurité publique, la santé publique et la paix sociale. Le récent basculement provoqué par la dématérialisation des jeux d'argent et de hasard, associé à un droit européen grandissant et néolibéral, a conduit le législateur français à scinder en deux le cadre juridique de l'organisation des jeux. D'un côté se trouvent les jeux hors ligne obéissant à un ordre public moral et social, et de l'autre côté apparaissent les jeux en ligne, dirigés par un ordre public essentiellement économique. Dès lors, il convient de savoir si ces évolutions sont justifiées et garantissent les objectifs censés être poursuivis. La protection de l'ordre public organisée par le droit des jeux d'argent et de hasard évolue donc, selon que les jeux sont organisés hors ligne, première partie, ou en ligne, deuxième partie, ce dont il faut mesurer les causes et les effets. PREMIE repartie, les jeux hors ligne et l'ordre public. 39. Les jeux et les paris constituent des pratiques très anciennes, qui ont amené le législateur à réglementer ces activités dès les premières civilisations. Au fil du temps, les motifs d'encadrement ont changé, selon le reflet de la société et les préoccupations. Le droit des jeux et paris ont été bâtis sur des bases morales et religieuses, particulièrement les interdictions et limitations qui se rattachent à ces activités. 40. Pour pallier ces difficultés, en 1804, les rédacteurs du Code civil ont créé un dispositif dissuasif, retirant toute efficacité à ces conventions aléatoires. Selon la loi et les mœurs, les contrats de jeu et de paris sont considérés immoraux sans être prohibés. Néanmoins, le législateur considère que l'organisation de jeux et paris est plus répréhensible que la convention spontanée entre joueurs. 41. Du point de vue de la loi pénale, seuls les organisateurs de jeux doivent être réprimés. Celui qui tire profit de la cupidité ou de la vulnérabilité des joueurs est davantage coupable que le joueur lui-même. Le contrat de jeu et de paris est simplement immoral et non pas illicite. En revanche, l'organisation lucrative de jeux de hasard contrevient à l'ordre public, puisqu'elle comporte un caractère ruineux et incitatif pour les joueurs. 42. Étant un besoin humain incontournable, le législateur a édifié des monopoles en vue de canaliser et contrôler l'offre de jeux et de paris. Ainsi, le dispositif anti-jeu repose sur l'ordre public de direction qui se décline sous le triptyque dissuasion, prohibition et dérogation. L'aspect dissuasif émerge de la loi civile, qui retire à la convention de jeu et de paris tous ses effets. La prohibition générale des jeux, paris et loterie émanent de multiples lois pénales. Enfin, les régimes dérogatoires sont établis par des lois de finances, organisées sous la tutelle de l'État dans un processus de moralisation du jeu et d'imposition au profit de la collectivité. L'ordre public en matière de jeux hors ligne dirige l'industrie des jeux d'argent et de hasard pour la sécurité publique et la paix sociale, reposant sur une volonté morale, titre I, et sociale, titre II, du législateur. Premier titre, les jeux hors ligne et l'ordre public moral.
43. L'ordre public moral est attaché à l'identité socio-culturelle de la nation et comporte de multiples intérêts propres à chaque État, évoluant avec le temps et les mœurs. La notion d'ordre public moral a pour but d'accorder à l'État les outils nécessaires afin d'éviter tout désordre social. La paix sociale est garantie lorsque nul ne vient troubler la tranquillité d'autrui et qu'il n'y a plus d'agitation publique en raison d'un besoin insatisfait. 44. Certaines fois, l'ordre public moral en matière de jeux et paris empêche quiconque de s'abaisser à prendre part à des jeux d'argent face à un mineur ou un prodigue. D'autres fois, l'ordre public favorise le développement de jeux utiles à la formation des guerriers d'un royaume, chapitre 1. Même si l'influence du droit canon s'atténue avec l'œuvre du temps, l'ordre public moral dans le domaine ludique aboutira à la conception contemporaine du Code civil obligeant les juges à rendre inefficaces les contrats de jeux et paris, à l'exception des conventions comportant une certaine utilité sociale, chapitre 2. Premier chapitre. Les fondements historiques de l'ordre public moral des jeux. Le jeu, considéré en lui-même, n'est illicite ni par le droit naturel, ni par les lois de la religion. 45. Que ce soit à Rome ou au royaume de France et d'Angleterre, les législateurs ont toujours sanctionné la pratique des jeux d'argent et de hasard. Des considérations morales et religieuses motivaient les réglementations prohibitives. 46. L'Empire romain institua sans nul doute un droit original et efficace dans le domaine des jeux et paris. Le droit romain instaura la distinction entre le jeu utile et inutile, ainsi que la frontière entre le jeu licite et illicite, section I, inspirant ensuite les royaumes de France et d'Angleterre, section 2. Chacun à leur tour, les législateurs s'emploieront à échafauder une législation opportuniste et utile au pouvoir. Section 1. Le droit des jeux d'argent et de hasard dans la Rome antique. 47. Le jeu et le pari ne sont pas apparus sous l'Empire romain. Cependant, notre droit contemporain puise sa source dans ce droit antique, à l'instar de la plupart des branches du droit français. Les dangers procurés par les jeux et paris ont guidé les rédacteurs au fil des siècles à restreindre le développement des activités récréatives. 48. À Rome, la distinction entre le jeu et le pari existait déjà. Néanmoins, les effets juridiques étaient quelque peu différents. Le jeu, l'usus, constituait un acte par lequel l'issue incertaine d'un fait déterminé ou d'une condition décide laquelle entre plusieurs personnes profitera du gain. Ce fait ou cette condition doivent dépendre soit du hasard, soit de l'adresse des joueurs, soit de tous deux à la fois. Le contrat de jeu inclut une condition qui détermine le gain. Chez les Romains, seuls quelques jeux gymnastiques étaient permis, lorsque l'enjeu était modéré. Tous les autres jeux étaient prohibés. Non seulement, les conventions ne produisaient aucune action en exécution des paiements, mais en outre, il était possible, à une certaine période, de répéter pendant 50 ans la somme perdue. Le pari sponsio se définissait comme la convention par laquelle l'une des parties promet de donner ou de prester quelque chose à l'autre si le fait qu'elle allègue exister dans le présent ou dans le futur n'est pas conforme à la vérité. Le pari pouvait intervenir dans les jeux. Il était soit permis, soit prohibé selon les jeux eux-mêmes. Par ailleurs, le pari était également interdit si l'objet du pari était contraire aux bonnes mœurs. Également, le dol, la fraude, la supercherie ou la simulation rendaient nul le pari autorisé, lorsque l'une des parties connaissait l'issue et la dissimulait à l'autre pour l'inciter à prendre part au pari contre lui. 49. Selon l'approche romaine du droit, deux points de vue sont à distinguer. En premier lieu, à la lecture du digeste, au livre 11, titre V intitulé De alitoribus, jaillissent des observations relatives à la formation et aux effets des contrats. En second lieu, dans le Code de Justinien, la rubrique de alitoribus et de alirum l'usu est consacrée aux aspects visant la moralité publique, assortie de règles de police. Délaissant l'approche chronologique, il a semblé préférable d'analyser le droit romain en lien avec le droit PRE accent aigu révolutionnaire. Dès lors, les droits des jeux, 1, des paris, 2, et des loteries, 3, seront successivement envisagés. 1. Le droit des jeux à Rome. 5 ans. Rome n'a pas été épargnée par la passion du jeu, laquelle frappait toutes les couches sociales, des plus pauvres jusqu'aux empereurs.
Armainote du Châtelet rapporte dans sa thèse que Néron avait risqué 400 000 sesterces sur un coup de dé. Il ne raconte pas cependant si l'empereur romain a été heureux au jeu. Outre les dés, les Romains pratiquaient le pile ou face, les osselets ou encore l'amour qui consiste à montrer rapidement une partie des doigts levés et l'autre fermée, afin de donner à deviner le nombre de ceux qui sont levés. La maîtrise par le droit des dangers et des risques inhérents à l'activité ludique à Rome a progressivement évolué. Malgré la rigueur du droit romain, la frénésie à l'égard du jeu n'a jamais pu être limitée, ni à la période républicaine, ni sous l'Empire. 2. Le droit des jeux pendant la République romaine. 51. À l'époque républicaine, de 509 à 27 AV. JC. La législation sur les jeux distingue deux sources principales de droit, les lois romaines A et le droit prétorien B. A. Les lois romaines. 52. Les sources de cette période restent limitées mais permettent de retracer les origines du droit des jeux à Rome. Le titre V de Alitoribus du livre 11 du Digeste, l'édit du prêteur et un Senatus Consulte, 3, sont les seules sources relatives aux jeux pendant le République romaine 509 à 27 AV. JC. Il convient d'ajouter que Plaute, Horace et Cicéron relatent l'existence d'une lex Aleria, loi civile, 1, et une lex de Alea, loi pénale, 2. Cependant, les textes susmentionnés restent muets au sujet des lex évoqués par ces auteurs. Aussi, examinerons-nous un à un ces textes dans l'ordre qui semble chronologique et non pas dans celui du digeste. 1. La loi civile. 53. La loi civile porte le nom de lex Alearia. Ce texte apparaît comme le plus ancien de tous. Cette lex avait pour fonction de régir les conventions aléatoires, et notamment les contrats portant sur le jeu. Selon Huc et de Fouchier, son origine est certaine. En effet, la lex Alearia interroge puisqu'elle est recensée par trois auteurs vivant à trois époques différentes. Plaute, 254 à 184 AV. JC, Cicéron, 106 à 43 AV. JC, et Horace, 65 à 8 AV. JC. En réalité, Plaute est le seul à lui donner le nom de lex Alearia dans les Miles Gloriosus. Cicéron, quant à lui, évoque cette lex dans les Philippiques 2, 23 et 56. Enfin, Horace envisage lui aussi dans ses écrits la lex Alearia, Ode 24, livre 3. Par ailleurs, il existe beaucoup de confusion parmi les auteurs. Cujas, par exemple, évoque la lex Talaria. De Fouchier pense qu'il s'agit d'une mauvaise lecture de Cujas ou d'une mauvaise copie mise à sa disposition, car tali en latin signifie osselet. Par conséquent, cette lex n'aurait prohibé que le jeu d'osselet. Or, il semble plus naturel d'interdire l'aléa de façon générale plutôt que de réprimer un seul jeu de hasard, en laissant les autres de côté. De Fouchier et Huc s'accordent pour situer cette loi entre l'an 204 et l'an 185 avant Jésus-Christ. 54. La lex Alearia a pour objet de mettre en œuvre la sanction du quadruplum contre le gagnant. En d'autres termes, cette action était offerte au perdant visant à interdire l'exercice de l'action en exécution, exceptio, par le gagnant et de sanctionner ce dernier par la restitution de son gain, condictio, assorti d'une pénalité représentant 3 fois ce gain. Il devait donc rendre 4 fois le gain, c'est pourquoi cette sanction a été affublée du nom de quadruplum. D'ailleurs, il importait peu le moyen par lequel le gagnant avait perçu sa créance par le débiteur. Il était indifférent que le perdant ait transmis sa créance de son propre gré, ou qu'il eût été contraint, en ayant cru à l'existence d'une quelconque obligation civile. 55. À Rome, des difficultés se font sentir sur le point de savoir si cette sanction doit être réclamée lors d'un procès criminel ou civil. Plusieurs auteurs s'étaient posé la question de savoir si le judicium intervenant dans la lex Alearia était un judicium privatum ou judicium publicum. Le procès qui aboutit en quadruplum était-il un procès civil ou criminel ? Certaines pistes conduisaient à opter pour un procès criminel. Cependant, malgré la sévérité du droit romain à l'égard des joueurs, la lex Alearia fait naître des sanctions civiles. À cette époque, le jeu n'était pas considéré comme un acte aussi grave que le vol par exemple. Le quadruplum doit donc être rangé parmi les judicium privatum. Beaucoup s'accordent à dire que bien souvent le solvens, débiteur,
n'osait pas intenter cette action au quadruple, soit par amour-propre, soit par timidité ou tout simplement par ignorance. Il en résulte dès lors que dans ces conditions la Lex Alearia de Plaute était impuissante à faire face à la frénésie du jeu à Rome. 56. La Lex Alearia est également le point de départ de l'évolution par laquelle les Romains, si respectueux des actes juridiques, sont arrivés à priver de leurs effets les conventions de jeu. La Lex Alearia est bel et bien à l'origine du système posé dans le Code civil de 1804 aux articles 1965, 1966 et 1967, retirant tout effet à la convention de jeu et pari, sauf lorsque l'objet du contrat porte sur un jeu d'adresse. 2. La loi pénale. 57. Sans être un scandale public ou un vice public, le jeu amène la faillite et la ruine des Romains. La Lex Alearia, première loi civile, ne suffit pas à l'éviter car en réalité, la sanction du quadruplum se révèle insuffisante. Dès lors, apparaît dans la législation romaine la Lex de Alea évoquée par Cicéron qui engendre des poursuites publiques et criminelles. Cette loi pénale, Lex de Alea, complète le dispositif civil de la Lex Alearia. Par la suite, un senatus consulte succède aux lois civiles et pénales, et complète la législation romaine. 3. Le senatus consulte. 58. Dans le digeste, au titre de alitoribus, un senatus consulte s'avère être la continuité des dispositions répressives déjà connues. Ce senatus consulte, dont parle Paul dans le digeste, est la simple reprise des dispositions de droit pénal relatées par Cicéron suivant une logique évolutive. L'objet principal de ce senatus consulte était de présenter certains jeux d'adresse comme des exceptions, en vue d'échapper, tant à la Lex Alearia qu'à la Lex de Alea. Les jeux étaient spécifiquement visés à cette époque. Il était permis de jouer de l'argent au lancer de javelot, à la course, au saut, à la lutte, ainsi qu'au combat du ceste. Ces jeux sont proclamés utiles dans le digeste et rappellent les activités pratiquées lors du pentathlon antique, à l'exception du lancer du disque. L'utilité de ces jeux était évidemment de développer les compétences des hommes à la guerre en travaillant leur habileté, leur agilité, ainsi que leur force. L'esprit du texte pose une exception semblable à l'article 1966 du Code civil français. B. Le droit prétorien. 59. Après avoir appartenu au roi, puis au consul, le pouvoir judiciaire fut transmis à partir de la période classique à la fois au consul et au prêteur. La fonction de prêteur a été instaurée en l'an 366 avant Jésus-Christ. Il était un magistrat chargé de missions particulières. Lors de son entrée en fonction, le nouveau prêteur devait publier son édit. Cet édit avait pour but de combler les carences observées dans le droit. Au fil du temps, les prêteurs reprenaient les textes posés par leurs prédécesseurs. Cette répétition a conduit à une certaine stabilité du droit au cours des années, si bien que l'édit devint perpétuel et doté d'une grande force obligatoire. Le rôle de l'activité judiciaire du prêteur était par ailleurs considérable. Le common law et le pouvoir créateur du juge anglo-saxon reposent sur cette conception. 60. L'édit du prêteur se décompose en 3 parties. Chacune d'elles évoque 3 cas différents pour lesquels une sanction est ordonnée à l'égard des personnes participant au jeu. Les condamnations sont graduelles en fonction de la gravité et de l'immoralité des actes commis. Tout d'abord, le prêteur élabore les règles de droit applicables aux tenanciers des maisons de jeu, 1. Ensuite, sont envisagées les règles de droit applicables aux joueurs dans les maisons de jeu, 2. 1. Les règles de droit applicables aux tenanciers des maisons de jeu. 61. Dans la première partie de l'édit du prêteur, est énoncé le cas des alétors. Il s'agit du nom générique attribué à ceux qui tiennent les maisons de jeu. Le législateur était très attentif aux personnes qui permettaient à d'autres de jouer. L'alétor ou les alétors sont désignés dans les pandectes par le terme susceptor alea. Plus exactement, il est fait référence ici à celui ou ceux qui de manière habituelle et, en vue de tirer un quelconque profit, reçoit dans sa maison tous les joueurs qui s'y présentent. Aussi, il importe peu que le susceptor alea soit locataire ou propriétaire des lieux où se déroule le délit. Par conséquent, celui qui permet des réunions de jeu chez lui, sans que cela se répète de façon régulière, ne doit pas être considéré comme un alétor. Celui qui ne tire aucun profit de ces réunions
n'est pas non plus qualifié d'aléatoire. Toutefois, dans ces deux dernières hypothèses, il existait vraisemblablement une présomption de culpabilité. Les explications données par l'organisateur de jeu avaient pour objectif de démontrer les intérêts philanthropiques qu'il projetait, ce qui semble peu plausible. La sévérité du prêteur à l'égard du tenancier de la maison de jeu parle d'ailleurs d'elle-même. Si celui dans la maison duquel on a joué à des jeux de hasard se plaint d'avoir été battu ou d'avoir souffert quelque tort, ou si dans le temps où on jouait à ces jeux, on lui a enlevé quelque chose de sa maison, je ne lui donnerai point d'action pour poursuivre la réparation du tort qu'il aura souffert. À la lecture des pandectes, on peut y voir des divergences d'interprétation concernant l'absence d'action. En effet, lorsque le prêteur dit qu'il refusera à l'aléatoire l'action du vol, Ulpien se demande si l'on doit entendre uniquement l'action par laquelle on poursuit la punition du voleur, ou si le magistrat évoque également les actions par lesquelles on poursuit la restitution des choses volées. Pomponius considère de son côté que le prêteur ne vise que l'action pénale de punition, alors qu'Ulpien estime qu'il s'agit de l'ensemble des actions. Il cite ainsi le prêteur « Sid quid subtractum erit judicium non dabo ». À cet égard, l'interprétation d'Ulpien devrait être retenue. En effet, il semble peu probable que d'un côté, l'action pénale soit abandonnée contre le voleur, alors que d'un autre côté, la restitution des choses volées serait autorisée lors même que la victime est un aléatoire. Puis, comme le relève Ulpien, l'édit suffit à comprendre les intentions du magistrat romain. L'impunité continue, même lorsque le susceptor aléa subit des coups volontaires de la part des joueurs ou quand celui-ci est injurié, sous réserve qu'il n'y ait aucun excès. Malgré le libre arbitre laissé au juge romain pour l'application d'une éventuelle peine, l'agresseur doit nécessairement être condamné lorsque l'aléatoire est tué. De cette activité d'aléatoire, il résulte qu'une personne qui choisit d'en faire son métier doit se prémunir des comportements des joueurs qu'elle accueille, car la loi ne lui sera d'aucun secours. Cependant, à partir du moment où le susceptor aléa renonce à son activité, il retrouve la protection du prêteur. 2. Les règles de droit applicables aux joueurs dans les maisons de jeu. 62. Selon l'édit du prêteur, les règles applicables aux joueurs sont de deux ordres. La première règle envisage les vols et les violences commis par un joueur, A. La deuxième concerne le joueur qui aurait utilisé la violence pour contraindre un autre à jouer, B. Dans la première hypothèse, il importe peu que la victime soit un joueur, alors que dans la seconde, la victime est forcément un joueur. A. Les vols et les violences commis par un joueur. 63. La deuxième partie de l'édit prévoit la situation des joueurs entre eux. L'édit du prêteur est bien plus indulgent à l'égard des joueurs qu'envers les organisateurs de jeux. Cette logique juridique antique perdure encore aujourd'hui. Le législateur a toujours pensé que l'exploitation d'un vice, ainsi que son incitation, est plus répréhensible que le vice lui-même. Sont évoqués ici le vol entre joueurs, puis les coups donnés à un joueur par un autre joueur lors d'un jeu. Concernant le vol, Henri Hulot le traduit ainsi du digeste. Si les joueurs se volent quelque chose les uns aux autres, on ne leur refusera pas l'action qui vient du ravissement du bien d'autrui, parce que l'édit ne refuse d'action qu'à celui qui donne à jouer chez lui, et non pas aux joueurs, quoiqu'on devra aussi les regarder comme indignes de la protection des lois. Le vol est clairement puni par le droit prétorien. Le joueur qui soustrait la mise d'un autre avant la fin du jeu ou le gain d'un autre, se verra condamné. Peu importe que le vol ait été commis avec ou sans violence. En réalité, le droit prétorien ne regarde pas non plus si la victime est joueur ou pas. 64. S'agissant de la violence entre joueurs, les pandectes restent muets. Dans son étude relative aux contrats aléatoires romains, Malval explique que les agressions et les actes de violence se rattachent directement au droit pénal ordinaire. Dès lors, la gravité des coups portés n'est pas un critère de qualification. Le comportement violent et agressif est le seul élément déterminant. En outre, il existe une exception à cette sanction pénale, dans le cas où les joueurs se sont mesurés l'un à l'autre à l'occasion d'un jeu d'adresse. La lutte ou les combats du ceste sont des situations dans lesquelles le droit pénal ordinaire ne peut s'appliquer pour des motifs de violence. B. Les violences subies par un joueur, le jeu sous la contrainte. 65. Enfin, la troisième partie de l'édit évoque le cas du joueur qui contraint un autre à jouer. Le prêteur indique
Je punirai aussi, suivant l'exigence du cas, celui qui aura employé la violence pour forcer un autre à jouer à ces sortes de jeux. Cet article concerne la punition de celui qui en a forcé un autre à jouer. La peine est l'amende ou la prison. Ainsi, la sanction dépendra de la gravité de la situation. L'intensité de la violence, la récidive de l'accusé, la durée de la contrainte sont des circonstances qui entraînent la condamnation de l'agresseur soit à une amende, soit au fer. Le droit prétorien n'accorde pas plus sa clémence à un joueur qui en contraint un autre, afin d'avoir sa revanche, qu'à celui qui en force un autre depuis le début de la partie. Malval indique aussi que le juge n'adaptait pas la peine, au prétexte que le jeu dans le cadre duquel la contrainte avait été exercée était un jeu d'adresse autorisé. 2. Le droit des jeux sous l'Empire romain. 66. À la fin du Bas Empire, 284 APR. JC 565 APR. JC sous l'empereur Justinien, 482 à 565 APR. JC, les textes compilés dans le digeste ne conviennent plus car trop nombreux et épars. Les pandectes étaient constitués de 50 volumes. Justinien ordonna alors de travailler sur un système de droit très abrégé sous le nom d'Institut. Toutefois, cette nouvelle œuvre élaborée sous le commandement de l'empereur Justinien manque une fois encore de pragmatisme. Justinien décida alors de créer un code qui serait partagé en 12 livres. L'objet de ce codex était principalement de faire disparaître du paysage juridique romain les textes du digeste et des instituts, tombés en désuétude. 67. La répression des jeux de hasard résulte des constitutions 1, 2 et 3, au Code de Alitoribus et Aliorum Lusu, livre 3, titre XLII. S'ajoute la Constitution 87 de Léon, reprise par la Constitution de Justinien 34 1 et 3 au Code, de Episcopali Audientia, livre 1, titre 4a. Justinien reprend dans le Code l'esprit des textes civils, analysés précédemment b. Dans ses écrits, l'empereur part du constat que l'usage des jeux de hasard est fort ancien, en rappelant qu'il était permis aux soldats de jouer à ces jeux entre les batailles. Cette passion ayant captivé une infinité de nations étrangères, elle a bien fait verser des larmes. Quelques-uns en effet, sans même savoir jouer, ont perdu en pariant seulement toute leur fortune, en risquant jour et nuit de l'argent, des orneméus, des pierres précieuses ou de l'or. L'empereur byzantin ne souhaite pas échapper à la responsabilité qui lui incombe. Les conquêtes de ses prédécesseurs et les siennes le conduisent à être plus ferme face au désordre ludique. A. Le durcissement de la loi pénale. 68. Justinien instaure une prohibition générale. Il interdit de jouer et même de regarder jouer. Il conçoit le jeu comme un blasphème et une offense à Dieu. Néanmoins, il semblerait que les sanctions de cachot, de prison ou de confiscation de maisons des alétors, fixées par le préteur, aient disparu. En reprenant la Constitution 87 de Léon dans son code, Justinien appelle à la plus grande autorité dans de Episcopali Audientia. Il renouvelle l'interdiction des jeux à l'égard des diacres, des clercs et des évêques. L'interdiction vise même les jeux normalement autorisés. L'empereur s'écriait : « Nous avons appris qu'il se trouve des diacres, des prêtres, et nous en rougissons, même des évêques qui jouent aux dés et n'ont pas honte de prendre part à des spectacles que nous avons interdits à plusieurs reprises. Il en est, à la vérité, qui ne se livrent pas personnellement au jeu, mais qui se mettent en communication avec les joueurs, s'assoient auprès d'eux pour être spectateurs de leurs faits déshonnêtes et s'intéressent avec une avidité odieuse aux choses les plus inconvenantes. Ils s'exposent à entendre les blasphèmes que le jeu fait nécessairement proférer. Ils souillent ainsi leurs mains, leurs yeux et leurs oreilles. Quelques-uns même se mêlent ouvertement aux courses de chevaux, font courir, ouvrent des paris, ou bien assistent à des représentations théâtrales, à des danses de baladins, à des combats de bêtes féroces, sans souci pour eux-mêmes, de ce précepte qu'il faut renoncer aux démons, à ces pompes et à ces œuvres, dont les spectacles font éminemment partie. Ces remarques de Justinien concernant les hommes de foi témoignent de l'impuissance des lois à rompre le lien entre l'homme et le jeu. Quelle que soit la sévérité des sanctions prononcées à l'égard des individus, la passion du jeu semble toujours prendre le dessus. B. Le renforcement de la loi civile. 69. Preuve de sa sévérité et de sa détermination, Justinien étire le délai de la condictio. Antérieurement,
Le perdant a un jeu disposé de 30 ans pour assigner son co-contractant en vue de répéter la somme perdue. Désormais, ce délai passe à 50 ans et ce droit d'agir devient transmissible aux héritiers, aux pères des joueurs ou encore aux maîtres d'esclaves. Justinien ordonne qu'il soit permis à ceux qui, par suite des pertes faites au jeu, ont payé quelque chose, ou à leurs héritiers, de le répéter en vertu des actions compétentes, et à défaut de réclamation de leur part, que le fisc le répète par le moyen de leur procureur, de leur père ou de leur défenseur, nonobstant la prescription, à moins qu'elle ne soit de 50 ans. L'évolution de cette protection dédiée aux perdants est fortement attachée au risque encouru par un potentiel incapable. L'extension du délai de la condictio est le reflet de la remarquable protection qui était accordée aux incapables à cette époque. De la loi des 12 tables au droit de Justinien, les mineurs, les femmes, les fous et les prodigues ont toujours disposé du secours de la loi pour la plupart des actes auxquels ils pouvaient être confrontés. Le jeu faisait partie de ces actes juridiques pour lesquels un joueur trop assidu pouvait être placé sous curatelle. Ainsi, l'action en revendication pour un acte de jeu aurait le même effet qu'une action en restitution des sommes perdues, exigée par le curateur d'un individu reconnu incapable pour prodigalité. La surprotection des incapables à Rome a logiquement conduit à une inégalité entre le perdant et le gagnant, puisque le premier dispose d'une action en justice, alors que l'autre non. 70. Toutefois, Justinien maintient l'exceptio. En effet, le perdant peut toujours opposer l'exceptio à son créancier. L'idée retenue par les Romains d'empêcher l'action en exécution dans le cadre d'une convention de jeu est celle qui réside, à l'heure actuelle, dans l'article 1965 du Code civil. Le Code de 1804 préservera aussi l'impossibilité d'une action en exécution, ainsi que l'exemption dévolue aux contrats relevant de l'activité d'un jeu d'adresse. En revanche, l'action en répétition sera abandonnée par les rédacteurs du Code. On peut y trouver deux raisons. La première est d'éviter les effets pervers qui découlent d'un tel droit, de surcroît assorti du quadruplum. Dans ce cas, le perdant se retrouvait enrichi alors qu'il avait perdu. Il suffisait à un esprit malhonnête de perdre volontairement en vue de s'enrichir à travers un acte de jeu. Une telle conception pousserait à s'interroger sur la cause du contrat, ou encore sur la motivation réelle qui a amené le perdant à conclure la convention. La deuxième raison se fonde sur le principe d'égalité qui gouverne le Code civil français. Les parties ne peuvent en aucun se trouver dans une situation inégalitaire dans le rapport juridique, notamment lorsque ce rapport dépend directement du hasard. Cela serait contraire au principe de prévision et de sécurité juridique que le droit s'efforce d'établir. 71. Néanmoins, sous Justinien, l'exception à la prohibition perdure pour les jeux d'adresse dénommés virtuti causa. La liste du Code reprend les jeux énoncés dans le fragment du Senatus Consulte retranscrit dans le digeste. Le lancer de disque apparaît désormais clairement et rattache probablement les jeux qualifiés de virtuti causa au pentathlon antique, ayant pour objet de faire concourir l'élite guerrière. La controverse relative à l'identité des jeux dans le Senatus Consulte et dans le Code doit être ainsi écartée. Vraisemblablement, ces jeux ont été recopiés dans le Code à partir du digeste, si l'on en croit le soin que prenait Justinien à poser avec précision ses constitutions. Dans le Code de Alitoribus et Aliorum Lusu, livre 3, titre XLII, l'empereur évoque de façon méticuleuse l'interdiction du jeu appelé chevaux de bois. Avec vigueur, il dispose que « Nous prohibons le jeu nommé chevaux de bois, et nous ordonnons que celui qui a fait des pertes à ce sujet puisse les récupérer, et que les maisons dans lesquelles on aura surpris des personnes occupées à jouer à ce jeu soient confisquées. » Eu égard à la rigueur affichée par l'empereur byzantin, si un des jeux d'adresse visés dans le Senatus Consulte des Pandectes avait disparu de la protection offerte par l'exception, le rédacteur n'aurait pas manqué de le souligner. Par ailleurs, même si ces jeux d'adresse étaient autorisés, on ne pouvait y risquer plus d'un sou. Les observations établies sur la convention de jeu et les sanctions afférentes conduisent à envisager à son tour le droit des paris à Rome. Le droit des paris à Rome. 72. Contrairement au jeu, le pari occupait une place différente dans la société romaine. Il n'était pas prohibé. La convention de Paris, le sponsio, était très utilisée à Rome.
La société romaine éprouvait une passion équivalente à celle du jeu. L'histoire raconte un pari passé entre Marc-Antoine et Cléopâtre, lors d'un repas à la table de l'empereur. Lors d'un souper, Marc-Antoine, las des discours de Cléopâtre, interrogea son homologue égyptienne afin de savoir ce qu'il manquait à ce repas. Malgré une table majestueuse, Cléopâtre lui répondit qu'elle dépenserait 10 millions de sesterces pour un souper. Antoine récria que la chose était impossible. De son côté, Cléopâtre insista. Alors, le lendemain, elle donna un repas grandiose, sans nul doute, mais celui-ci n'était qu'ordinaire pour l'empereur. Il réclama dès lors de consulter le comte. À son tour, elle lui répondit que ce festin n'était qu'accessoire car elle prétendait consommer à elle seule les 10 millions de sesterces. En même temps, elle fit apporter le dessert. Il s'agissait d'un vase contenant un vinaigre si violent qu'il pouvait dissoudre les perles. Les historiens rapportent que Cléopâtre détenait les 2 plus belles perles au monde, et que ce soir-là elle les portait à ses oreilles. Elle prit l'un de ses pendants et le jeta dans le vinaigre. Il s'y dissout puis elle l'avala. Ensuite elle porta sa main à son autre oreille pour en faire autant, mais Plancus, qui avait été désigné juge de la gageure, prononça Marc-Antoine vaincu et sauva la seconde perle. Cette histoire, comme celle de Néron, montre que le pari, à l'instar du jeu, est un divertissement extrêmement présent dans la Rome antique. 73. Dans le digeste, le droit des paris est envisagé par la loi 2 et la loi 3 de la rubrique de Alitoribus, livre 11 titre V, ainsi que par la loi 17-5 de Prescriptis Verbis, livre 19, titre V. La Lex Titia Publica et Cornelia sont également visés ici. Dans la Constitution de Justinien et dans le Code, les dispositifs fixant le régime des contrats de pari seront confirmés par l'empereur byzantin. Ainsi, selon les textes, le pari n'est pas interdit par principe, Toutefois, il y a lieu de s'interroger sur la validité d'un pari qui porterait sur un jeu, notamment un jeu d'adresse, 1. Le principe de licéité du contrat de pari. 74. La loi 17-5 de Prescriptis Verbis dans le digeste évoque le principe de la licéité du pari et du droit d'action. Ainsi, l'action pénale ne peut être envisagée, même dans le cadre d'un pari illicite qui porterait sur l'issue d'un jeu de hasard. 3 méthodes étaient pratiquées à Rome pour mettre en œuvre un pari. La première d'entre elles consistait à remettre les mises exposées par chacune des parties à un tiers qui avait le rôle d'arbitre. Une deuxième méthode prévoyait qu'un seul des co-contractants dépose sa mise auprès d'un tiers. Enfin, un troisième mode de pari supposait la remise des fonds d'un des parieurs à l'autre. Quelle que soit la procédure appliquée par les parieurs, le vainqueur de la gageure pouvait intenter une action prescriptis verbis. 75. Les paris sur les jeux de hasard ne sont pas prohibés. Cependant, ces paris n'avaient aucune force obligatoire au plan civil. Les jeux de hasard sont déjà très mal perçus à Rome. Aussi, encourager le jeu à travers le pari est-il autant immoral que la participation au jeu lui-même. Cette logique est fort compréhensible pour assurer le maintien de l'ordre public. D'un autre côté, cela amène à réfléchir sur les paris portant sur les jeux d'adresse, virtuti causa. 2. La question du pari sur les jeux d'adresse. 76. Les paris sur les jeux d'adresse ne sont pas pénalement condamnés, et ces conventions contiennent des obligations qui doivent être impérativement respectées. Les virtuti causa peuvent être source de paris tout à fait valables. Le Senatus Consult, ainsi que la Lex Titia Publica et Cornelia, admettent la régularité des contrats ayant pour objet la spéculation sur des jeux d'adresse. Ces jeux sont cependant limités au nombre de 5. Le lancer de javelot, la course, le saut, la lutte et les combats du ceste. L'ensemble de ces lois convergent vers cette solution, ne laissant aucune place au doute. Cependant, ces 3 lex sont très controversés tant sur leur origine historique que sur leur identité. En outre, dans le livre 11, titre V, loi 3 du digeste, Martien fait référence à 3 lois, la Lex Titia, Publica et Cornelia. En effet, directement à la suite du Senatus Consult relaté par Paul, Martien écrit qu'il est permis aussi par les lois Titia, Publica et Cornelia de faire des gageures dans ces sortes de jeux. En d'autres termes, il est autorisé d'engager des paris sur des jeux d'adresse expressément visés plus haut. L'énumération des jeux sur lesquels les paris peuvent porter n'est pas explicite,
mais la rédaction renvoie implicitement aux jeux évoqués dans la loi précédente, relatée par Paul dans le Digeste. Les jeux, comme les paris, apparaissent incontournables à Rome. L'objectif est de canaliser les Romains sur certaines activités cruciales et préparer une élite guerrière. Dès lors, si les patriciens, les publicains ou les plébéiens souhaitent parier, il est préférable que ces gageures encouragent la pratique de jeux utiles pour les Romains. 77. Sous Justinien, les paris resteront valables, même si l'empereur byzantin a présenté une certaine sévérité à l'égard des jeux de hasard, en augmentant par exemple les délais de l'action en répétition et en invoquant l'immoralité de cette activité dans la société romaine. Le pari demeure une convention légale et ses règles juridiques ne connaîtront pas de mutation, seulement des confirmations. Reste à savoir comment les loteries sont envisagées. 3. Le droit des loteries à Rome. 78. Les loteries semblent avoir vu le jour pour la première fois pendant l'Antiquité, à Rome. Il n'y avait pas véritablement de droit ou de législation découlant de cette activité. Les loteries se distinguent du jeu et du pari, car il s'agit d'une activité basée sur un événement purement aléatoire, dans laquelle les participants ne s'affrontent pas directement et sont tirés au sort. 2. 1. La création des loteries. 79. Les loteries ont toujours été un instrument en relation directe avec le pouvoir d'un empire, d'un royaume ou d'une nation. À Rome, il s'agissait d'un divertissement que les empereurs autorisaient uniquement lors des Saturnales. Auguste, 27 à 14 AV. J.C. créa aussi d'autres loteries pour les fêtes populaires. Cependant, pour celles-ci, aucun gain n'était réalisable. Lors des Saturnales, période unique dans l'année, les esclaves avaient le droit d'ouvrir des paris contre leurs maîtres. Les jeux et les paris étaient libres pour tous. L'empereur organisait directement la loterie, sans qu'aucune contribution ne soit nécessaire de la part des possesseurs de tickets. Les billets étaient offerts aux citoyens. L'empereur offrait à la plèbe une part de rêve, en laissant imaginer aux plus démunis l'espérance d'un gain. La loterie, lors des Saturnales, donnait un divertissement commun à l'ensemble de la population romaine. Les empereurs étaient très attachés à leur image, et l'organisation d'une loterie était un élément d'unification du peuple et de remerciement envers l'empereur. Les loteries avaient pour objet de délivrer à chaque participant un billet qui donnait droit à emporter quelque chose. Par la suite, Néron 54 à 68 AP. J.C., moins sévère, développa sous son règne le système des loteries. Plus tard, Héliogabale, plus connu sous le nom de Marcus Aurelius Antoninus, 218 à 222 AP. J.C. inventa un nouveau mode de loterie. Désormais, les loteries comportent des billets gagnants et des billets sans aucune valeur. 80. Le système de loterie, tel qu'il était à Rome, n'avait d'intérêt que pour l'empereur car personne n'aurait trouvé d'utilité à organiser une loterie. L'organisateur ne dégageait aucun profit. Bien au contraire, l'empereur donnait sans contrepartie des participants. L'amusement procuré était à la gloire de l'empereur. En toute hypothèse, rien ne laisse à penser que les loteries étaient prohibées. Dès lors, il en résulte que la loterie occupe à Rome une place distincte de celle des jeux de hasard ou des paris. 2. La distinction avec le jeu et le pari. 81. Les loteries ne doivent pas être assimilées, ni à un pari, ni à un jeu. La valeur considérable du lot promis dans une loterie empêche toute confusion avec le jeu ou le pari. Il s'agit d'un divertissement particulier, ce que son histoire démontre. Une loterie n'est pas un pari, car même si un événement incertain se produira, personne ne peut dire quelle série de numéros sortira ou qui remportera le premier lot. Tout ceci est lié à la multitude de probabilités envisageables pour la série de numéros gagnants. Quant au vainqueur, la multitude de participants empêche quiconque de savoir qui gagnera. Un pari ne se constitue pas de la sorte. Il ne comporte pas autant de solutions qu'une loterie. Généralement, un pari peut être ouvert dès l'instant où il y a 2 participants et 2 issues possibles. Il porte sur un événement futur, mais peut également porter sur un événement passé. Par ailleurs, une loterie n'est pas un jeu de hasard et encore moins un jeu d'adresse. Dans une loterie,
Le hasard est omniprésent mais le détenteur d'un billet ne joue pas, contrairement à n'importe quel jeu de hasard où la personne participe. Un jeu, quel qu'il soit, implique une participation du joueur même infime. Le joueur accomplit des actes au cours d'un jeu permettant d'influencer le résultat, même si le hasard prédomine. De ce constat résulte qu'une loterie ne doit pas être considérée comme un pari ou comme un jeu. Pour cette raison, le législateur français consacrera spécialement une loi pour les loteries. Dans cette étude, les loteries seront cependant analysées avec le jeu et le pari sous la désignation globale de jeux d'argent et de hasard. Section 2. Le droit des jeux d'argent et de hasard en France et en Angleterre avant la Révolution française. 82. Le déclin de l'Empire romain ne fut pas celui du jeu, loin de là. La chute de Rome donna lieu à l'émergence de royaumes, alors que l'Église poursuit son ascension. Les Francs et les Saxons, fidèles descendants des Germains, considéraient la dette de jeu comme la plus sacrée de toutes. Ils jouaient avec frénésie, n'hésitant pas à miser leur liberté voire même leur vie. En effet, la dynastie mérovingienne fut marquée par un grand nombre de textes canoniques, mais était dépourvue d'ordonnances royales. Il faudra attendre la période carolingienne, 715 à 940, pour voir apparaître un texte répressif émanant du roi en France. Pour le royaume d'Angleterre, l'adoption d'édits royaux attendra la montée sur le trône de Richard Ier, Richard Cœur de Lion, 1189 à 1199. La période PRE accent aigu révolutionnaire dans le domaine des jeux d'argent et de hasard repose sur le constat de 3 points communs entre la France et l'Angleterre. C'est ainsi que les deux royaumes connaissent la même évolution qui prohibe les jeux, 1. Autorise les paris, 2. Et crée les loteries, 3. 1. La prohibition des jeux. 83. La prohibition des jeux en France et en Angleterre sera communément marquée par une instrumentalisation militaire de l'activité récréative au Moyen Âge, puis par une instrumentalisation économique à l'époque moderne, 2. 1. Le droit des jeux au Moyen Âge. 84. L'étude du droit des jeux pendant la période médiévale révèle tout d'abord une phase de construction législative réglementant le jeu, A. Cette réglementation a ensuite évolué pour servir les royaumes de France et d'Angleterre à des fins militaires, B. À la naissance du droit des jeux. 85. Les rois mérovingiens, 428 à 751, ne furent pas les plus prolixes en matière d'encadrement des jeux. Cette carence législative peut se justifier par l'origine et la nature du droit à cette époque. Il s'agissait d'un droit coutumier, surtout en matière de jeux d'argent et de hasard. Sur le plan du droit civil, la parole des hommes formait leur engagement et les us et coutumes suffisaient à régler les litiges. Au plan pénal, le droit canonique jouait un rôle important. Par ailleurs, la multiplicité des décisions canoniques pousse à se demander si l'amour du jeu n'était pas plus répandu chez les ecclésiastiques que chez les laïcs. C'est ainsi que le Concile de Constantinople, en 692, prohibe les jeux de hasard au cours de la dynastie mérovingienne. Également, le Concile d'Elvire en faisait tout autant en 392. Ainsi, le droit coutumier et le droit canonique justifient l'absence de texte dans ce domaine. 86. La dynastie carolingienne, 751 à 987, ne fut guère plus expansive que la dynastie précédente. Ce fut Charlemagne qui, à travers un capitulaire publié en 802, ordonne aux prêtres de s'assurer que les clercs vivent selon les règles canoniques, pour ne pas jouer notamment à des jeux blasphématoires. Plus tard, selon certains auteurs, Charlemagne reproduit dans un capitulaire le concile de Mayence de 813 qui interdira aux clercs comme aux laïcs de jouer ad tabula, ad taxilos si valeas et chacos. D'autres auteurs ont préféré passer cette période sous silence. Selon Huc, ce second capitulaire de Charlemagne n'a jamais existé, ce qui est notable. Les auteurs ayant affirmé l'existence d'un tel document ont probablement disposé de sources erronées concernant le capitulaire, réitérant les énonciations du Concile de Mayenne. En effet, le recueil général des anciennes lois françaises, depuis l'an 20 jusqu'à la Révolution de 1789, ne recense pas le capitulaire de Charlemagne de 802, évoqué par le professeur Mel. Par ailleurs, tous les auteurs faisant référence à ce second capitulaire n'en précisent pas la source. En conséquence, mieux vaut s'en tenir au seul capitulaire dont la connaissance est certaine.
Ce texte représente à lui seul l'ensemble des dispositions dictées lors de la période carolingienne. 87. Sous la dynastie carolingienne, 2 conciles ont été élaborés lors du règne de Louis IV, 936 à 954 APR. J.C. Le concile deuxième établi en 847, puis le concile d'Augsbourg de 952, constituent, avec le capitulaire de 802 et le concile de Mayenne de 813, les 4 textes répressifs élaborés à cette époque. La législation existante sanctionnait d'éloignement pendant 3 ans les prêtres s'étant approchés d'une table pour jouer aux dés, ou s'adonnant à un autre jeu de hasard. 88. La dynastie capétienne, 987-1328, est la période de l'histoire de France au cours de laquelle le début d'une législation répressive s'affirme. En dehors des statuts synodaux, synodes et des conciles, le droit des jeux dans le royaume de France a été marqué par une ordonnance de Louis IX, 1226 à 1270 APR. J.C. en 1254, puis une seconde en 1256. À ceci, il faut ajouter un édit émanant du pouvoir anglais ayant laissé quelques traces, tant dans le droit des jeux anglais que français. Il s'agit vraisemblablement du premier texte en la matière, promulgué par le roi d'Angleterre. 89. Avant la première ordonnance de Louis IX, un édit avait vocation à s'appliquer pour et pendant la Troisième Croisade, spécialement destiné à l'armée chrétienne. Plus précisément, ce texte fut promulgué en 1190 sous le règne de Richard Ier d'Angleterre, Richard Cœur de Lion et de Philippe II, Philippe Auguste, roi de France. Alors qu'en France, comme en Angleterre, le jeu était défendu, cet édit maintient l'interdiction pour la croisade mais autorise les chevaliers et les clercs à jouer, afin d'échapper à l'ennui entre les combats. Les joueurs étaient toutefois protégés dans le montant de leurs pertes, ne devant pas dépasser plus de 20 shillings par jour. Lorsque cette limite était franchie, le contrevenant devait verser la somme de 100 shillings à l'archevêque de l'armée. Les 2 monarques n'étaient pas limités. Le but principal de cette dérogation au principe général de prohibition était la discipline militaire lors de la Troisième Croisade. Cet édit qui avait un champ d'application limité est certes spécifique, mais démontre bien les privilèges, faveurs et avantages accordés aux militaires à l'époque. Sa fonction était d'encadrer l'activité ludique des croisés, non pas des Anglais ou des Français vivant sur leur propre territoire. Cependant, ce texte montre que Richard Ier avait connaissance des méfaits du jeu sur les hommes. La Troisième Croisade achevée, le texte suivant légiférant le jeu n'intervient qu'après la montée sur le trône du royaume de France de Louis IX dit Saint-Louis. 90. Une première ordonnance voit le jour en 1254. Elle avait pour objet la réformation des mœurs dans le Languedoc et le Languedoil. Ce texte était donc de portée générale. L'article 55 de l'ordonnance prévoit l'interdiction des dés, échecs et académies de jeu. Cet article 55 réprimant le jeu précède la prohibition de la prostitution. Les femmes publiques seront chassées tant des villes que de la campagne, et celui qui leur aura loué sciemment sa maison la perdra. L'article qui succède à l'interdiction de jeu concerne les règles relatives aux tavernes. Ceux qui tiennent des tavernes ne logeront que des passants ou des voyageurs. La succession de ces dispositions démontre clairement les associations d'infractions réalisées par le législateur de l'époque. Ce regroupement d'activités n'a pas disparu de nos jours de l'esprit des citoyens. Jeux, prostitution et boissons sont interprétés comme des comportements douteux et immoraux qu'il convient de limiter et d'encadrer par le droit. En 1256, l'ordonnance additionnelle sur la réformation des mœurs dans le Languedoc réitère les énonciations de l'ordonnance de 1254, en ajoutant l'interdiction de fabriquer des dés. Toutefois, malgré ces prohibitions, aucune sanction n'est prévue. À cette époque, il semble exister une sorte de tolérance. Louis IX ne s'est vraisemblablement pas inspiré du droit romain qui distinguait les joueurs des organisateurs en vue d'une sanction. Une telle distinction n'est pas prévue dans l'ordonnance. Dès lors, soit tout le monde pouvait être condamné, soit à l'inverse tout était toléré. Nul n'est en mesure de se prononcer sur ce point. 91. Par la suite, c'est en 1319 que Philippe V prohibe tous les jeux inutiles pour le royaume de France. À cet égard, une erreur se trouve dans la majorité des écrits relatant ce texte royal de 1319. Potier, ainsi qu'une partie des thèses concernant le domaine des jeux,
considèrent que Charles IV, dit Charles le Bel, aurait produit cette législation. D'autres auteurs préfèrent occulter cette partie de l'histoire du droit des jeux. En réalité, Charles IV n'a accédé au trône qu'en 1322, ce dont témoigne le recueil général des anciennes lois françaises. Tous les textes insérés dans ce recueil indiquent que Philippe V, et non son frère Charles IV, est roi à cette époque. Cependant, la finalité a toujours été d'orienter les joueurs vers des activités utiles pour le royaume. B. La législation anti-jeu comme instrument militaire. 92. La période des rois valois, 1328 à 1498, entraîne pour la France, comme pour l'Angleterre, la mise en vigueur de législation uniquement dédiée aux jeux. L'objectif sera pour les deux royaumes d'orienter, voire même de contraindre, le comportement du peuple vers des activités utiles pour chaque royaume. L'Angleterre et le France étant en guerre, les législations sur les jeux orienteront les Français et les Anglais vers des exercices d'adresse et physique, à des fins militaires. 93. Édouard III d'Angleterre, en 1337, adopte une loi générale sur les jeux. Tous les jeux seront prohibés, sans distinction entre les jeux d'adresse et les jeux de hasard. Le roi d'Angleterre avait ainsi interdit les jeux de palais, de balles, de ballons, de mail et les joutes considérés ludiques ici dans ce texte. En revanche, il est fait exception en faveur de la pratique de l'arc. L'expansion de cette pratique à travers le royaume fut en outre encouragée par le retrait de la taxe sur la vente des flèches auprès des fabricants. Charles V élabora une loi équivalente en France. Ce premier texte, consacré entièrement aux jeux en 1369, aggrava l'ordonnance de Philippe V. Ce texte est concis et précis. Défendons par ses présentes tous jeux de dés, de table, de palmes, de quilles, de palais, de soules, de billes, et tous autres tels jeux qui ne chient point à exercer ne habilité eu des aides subjets, à fait et usage d'armes, à la défense de notre dit royaume sur peine de 40 sols parisis, à appliquer à nous de chacun et pour chacune fois q'. Il y enchera, et voulons et ordonnons que nos dits subjets prennent et entendent apprendre leurs jeux et esbattements, à eux s'exercer et habiliter en fait de traits d'arc ou d'arbalestre. 94. Entre le texte anglais de 1337 et le texte français de 1369, une proximité étonnante doit être observée, si bien qu'apparaissent des dispositions quasiment identiques, convergeant toutes deux vers une instrumentalisation de l'activité ludique, dans le but d'une performance militaire. D'ailleurs, cette prohibition, notamment pour les Anglais, a rempli toutes ses promesses, si l'on en juge les victoires de Crécy 1346 et d'Azincourt 1415, assurées par les archers anglais au moment de l'invasion écossaise. Richard II d'Angleterre compléta et renforça en 1388 la loi établie par son prédécesseur. Il proscrit tennis, football, quad, dice, casting of stone caléig, ainsi que tous les autres jeux qui ne sauraient servir le royaume d'Angleterre. En 1409, Henri IV, successeur de Richard II, ajoute le handball à la liste des jeux défendus. Pour sa part, Henri V ira même, en 1415, jusqu'à bannir l'usage de l'arbalète en vue d'exceller dans l'archerie. Pendant toute cette période, les rois de France ne promulguent aucun texte. En droit anglais, il faudra attendre 1477 pour trouver des dispositions qui, cette fois-ci, viennent prohiber les maisons de jeu sous le règne d'Édouard IV. Ce dernier considérait, tout comme les Romains, que ces lieux étaient à l'origine de meurtres, vols et bien d'autres crimes encore. 95. Les monarques français n'avaient pas nécessairement une vision différente de leurs homologues anglais, mais à cette époque aucun roi français ne l'avait encore posé dans une loi. Peut-on dès lors considérer qu'au Moyen-Âge régnait une plus grande tolérance en France qu'en Angleterre ? Une différence quantitative de législation en matière de jeu dans chaque royaume est notable. Mais on peut aussi considérer que l'ordonnance de 1369 faisait encore autorité vers la fin du XVe siècle. Cette hypothèse est fort probable, à en croire les dernières dispositions françaises en la matière. Ces dernières ciblaient certes le jeu, mais de manière toute particulière. Par exemple, en 1485, Charles VIII interdit aux prisonniers ou toute personne de la prison du Châtelet de jouer aux dés. Cependant, il permit aux personnes de naissance qui y sont retenues pour cause légère et civile de jouer au tric-trac et aux échecs. 96. Les interdictions établies par les autorités locales constituent une autre explication justifiant le silence des rois français. Jean-Baptiste d'Arac, à la lumière des écrits de Jean-Michel Mel,
relève un bon nombre de proscriptions locales. Les autorités d'Amiens, 1305, condamnent ainsi les dés, les tables et les échecs. À Narbonne, 1379, sont réprouvés les jeux insultants, vilains, mauvais et diffamés. À Strasbourg, 1447, de même qu'en Savoie, 1462, les cartes, les quilles, les tables et les échecs dans les tavernes sont réprimés. À Tournai, 1453, des interdictions envers ces mêmes jeux sont édictées. En France, les autorités locales ont perpétué la prohibition, à l'instar du pouvoir royal anglais. 97. Dès cette époque, la France et l'Angleterre adoptaient un comportement similaire à l'égard du jeu. Le professeur Mell soutient même que cette attitude se retrouve dans tous les pays de l'Europe occidentale à la fin du Moyen Âge. En revanche, en ce qui concerne les sanctions civiles et ecclésiastiques, les mesures étaient beaucoup moins sévères qu'ailleurs. Au Moyen Âge, à Amsterdam ou à Bâle, les joueurs qui ne s'acquittaient pas de leurs dettes avaient les yeux crevés. À Berlin, de tels joueurs étaient brûlés. À Francfort, ils étaient noyés dans le fleuve. Au Japon, celui qui hasardait de l'argent au jeu était puni de mort. Le châtiment corporel existait en France, mais pas dans de telles proportions. Cependant, les divergences de sanctions en Europe occidentale ne constituent pas un élément essentiel. Un modèle européen se dégage, sans aucun doute, autour d'une prohibition généralisée. Alors, de ce constat déjà ancien, il sera possible de tirer ultérieurement quelques conclusions, ou pour le moins, quelques perspectives sur l'évolution et l'avenir de la législation contemporaine en France et en Europe. 2. Le droit des jeux à l'époque moderne. 98. L'époque moderne s'inscrit dans l'histoire du droit des jeux d'argent et de hasard, comme étant une période précédant les monopoles étatiques. À cette époque, on s'aperçoit que le jeu est un outil formidable pour les recettes publiques. Mais c'est également à cette période que la littérature moraliste et religieuse est la plus abondante. Cette doctrine différenciera clairement les jeux de hasard des jeux d'adresse, b. Vraisemblablement, cette distinction était nécessaire pour justifier l'instauration de l'impôt le plus stable et durable dans chaque pays. À la législation anti-jeu comme instrument économique. 99. La période Valois-Orléans, 1498 à 1515, qui n'a connu qu'un seul roi, Louis XII en France et Henri VII en Angleterre, n'a pas été un âge remarquable dans l'histoire du droit des jeux et paris. Le roi français n'aurait ajouté qu'une interdiction supplémentaire sous son règne. Il prohibe l'usage de cartes à jouer en 1487, ce que les autorités locales avaient déjà interdit. L'Angleterre instaura cependant une disposition plus originale. Après avoir connu des années strictes et rigoristes envers le jeu, la classe populaire anglaise se voit offrir, en 1494 par Henri VII, un répit pour Noël. Ainsi, le premier roi de la dynastie des Tudors permet une trêve momentanée de la prohibition des jeux au peuple anglais. Cette interruption s'étendra sur 12 jours. Une telle mesure rappelle les Saturnales de la Rome antique qui avaient pour objectif de maintenir la popularité de l'empereur, en offrant quelques jours de jeu pour tous, sans interdiction. Néanmoins, pendant l'époque moderne, les premiers changements notables apparaîtront à partir du règne de François Ier de France. 100. La période Valois-Angoulême, 1415 à 1589, sous le règne de François Ier, s'illustrera par ses législations relatives aux jeux. Le 14 juin 1532, François Ier interdit aux comptables et aux financiers de jouer l'argent du roi. La violation de cet édit entraînait la perte de leur office ou de leur état. Ils étaient ensuite fustigés, puis bannis à perpétuité. Leurs biens étaient confisqués, et ils étaient condamnés à rendre l'argent gagné, ainsi qu'à payer une amende du double de ce qu'ils avaient reçu. François Ier se montre ainsi d'une sévérité redoutable à l'égard des employés du Trésor. 7 années plus tard, un nouvel édit du roi de France prévoit la création de la loterie. Curieusement, depuis Rome, la loterie semble avoir disparu. En effet, aucun texte français n'évoque jusqu'ici le terme de loterie ou de blanque. C'est en 1539, dans la ville de Paris que le loto national trouve son plus vieil ancêtre. Dans cet édit, le législateur prend explicitement l'exemple de 3 villes italiennes, Florence, Gênes et Venise, ayant déjà adopté une loterie. Toutefois, le Parlement a longtemps résisté à l'ouverture de plusieurs loteries,
car il considérait que cette activité était la ruine du peuple. En 1539, vont néanmoins apparaître les loteries légalement organisées en France. Dans cet édit, il est clairement précisé que jouer est un blasphème envers Dieu et que s'il existe des joueurs parmi toutes les classes sociales, en aucune manière ce temps perdu ne profite au royaume. Par conséquent, pour l'intérêt public et surtout pour les finances publiques, François Ier a créé la loterie organisée en France. 101. De son côté, Henri VIII d'Angleterre persiste en 1541 à favoriser les archers, en renouvelant les volontés d'Édouard III et Richard II. Cet édit s'intitule Act for the Maintenance of Artillerian de Baringes Unlawful Games. La 11e section de ce texte dispose que, quelle que soit la qualité de la personne ou sa condition, qu'il s'agisse d'un député ou d'un servant ou de toute autre personne, elle doit être condamnée si elle joue pour le lucre et le profit à des jeux tels que le tennis, le bowling, aux cartes, aux dés ou tout autre jeu prohibé. Ce texte précise même que la pratique des jeux qui seront inventés connaîtra la même sanction. Il ajoute que si le jeu se déroule au sein d'une enceinte privée ou d'une maison, le gardien et le propriétaire de la maison seront sanctionnés comme les joueurs. Dès lors, outre-Manche, rien ne laisse présager une dérogation à la prohibition générale des jeux, encore moins pour un jeu de pur hasard comme la loterie. Dès lors, il convient de faire remarquer que François Ier était un précurseur dans le domaine de la réglementation des jeux, en introduisant la loterie avant l'Angleterre. Il est probablement le premier, après la chute de Rome, à tenter de distinguer les jeux de hasard des jeux d'adresse. Il est rapporté par le professeur Mell, une lettre patente de novembre 1527, dans laquelle François Ier répondit à une question concernant les jeux. Tout ce qui se jouera au jeu de paume sera payé à celui qui gagnera comme dette raisonnable et acquise par son travail. Le roi de France marque le début d'une rupture avec la prohibition appliquée par ses prédécesseurs, et semble rappeler l'exception offerte pendant l'Antiquité romaine pour les jeux d'adresse, dénommés virtuti causa, tout en se rapprochant du futur article 1966 du Code civil. 102. Ensuite, il faudra attendre la montée sur le trône de Charles IX, 1560 à 1574, pour voir la promulgation de la célèbre ordonnance de Moulins en 1566. La prise de conscience de la faiblesse des mineurs à l'égard du jeu en France paraît alors très ancienne. Sous le règne de Charles IX, une disposition concernant les mineurs et le jeu est ainsi prévue. L'ordonnance de Moulins de février 1566 pose dans son article 59 « Avons ordonné que les deniers et les biens perdus à tel jeu pourront être répétés par l'édit mineurs, leurs pères, mères, tuteurs, curateurs et proches parents, et voulons à ce bien être rendus pour être employés au profit des dits mineurs et éviter leur ruine et destruction sans par ces présentes approuver tel jeu entre majeurs, pour le regard desquels entendons les ordonnances de nos prédécesseurs être gardées. » Depuis cette ordonnance, quelque peu ancienne, les législateurs de la Ve République n'ont pas jugé utile d'insister sur l'incapacité des mineurs à contracter en matière de jeux et de paris. Ce n'est qu'en 2007, par décret, qu'une véritable disposition protectrice à l'égard des mineurs sera renouvelée. À cette période de prise de conscience en France à l'égard des mineurs, Élisabeth Ier d'Angleterre instaure, en 1569, la première loterie pour le peuple anglais, soit 30 années après la France. 103. En 1583, Henri III poursuit en France l'œuvre des rois Valois-Angoulême en proclamant un droit de perception sur les cartes, tarots et dés. Cet impôt connut un beau parcours puisqu'il ne sera aboli qu'après la Révolution, le 2 mars 1791. Cette taxe sera même rétablie par la suite le 30 mars 1797, puis subira de nouvelles modifications pour être actualisée régulièrement. À travers ce dernier édit de la période Valois-Angoulême et la création de la loterie par François Ier, débute une fiscalisation des activités récréatives en France, mais également en Angleterre, avec l'instauration de la loterie. 104. La loterie se révélera être un fabuleux outil de financement puisqu'elle permettra, en 1636, la construction de la prestigieuse université d'Harvard, de l'université de Yale en 1701 et de l'université de Columbia en 1754. Après son apparition, en 1569, en Angleterre, la loterie traversera rapidement l'océan Atlantique pour financer les colonies américaines.
La première fut autorisée par King James VI, en 1612, dans la colonie de la Virginie. La loterie envahira, ensuite, tout le territoire des futurs États-Unis d'Amérique, afin de réaliser des opérations jugées d'intérêt public. Pour ces raisons historiques, les États à travers le monde sont très attachés à leur loterie et au monopole qui s'y rattache. B. Les origines de la séparation entre jeux de hasard et jeux d'adresse. 105. La dynastie Bourbon, 1589 à 1791 APR. JC adoptera le corps législatif le plus abondant dans le domaine du jeu avant la Révolution française. Le droit évolue et les penseurs affûtent leurs discours. Le législateur de l'époque ne restera pas insensible à tous les écrits et paroles destinés à définir le jeu, voire les jeux. 106. Au cours de cette période, le premier texte provient d'Angleterre et de la fin du règne de la reine Élisabeth Ier. En 1597, un texte redéfinit les termes de rogue et vagabond. Une disposition associe directement la mendicité et les vagabonds au jeu. La reine lie l'oisiveté au jeu et oppose par conséquent le jeu au travail. Cette conception n'est pas nouvelle, car dans l'Antiquité ces liens avaient déjà été établis. Cette association sera brillamment reprise lors du discours préliminaire du Code civil français de 1804. Ignore-t-on que le jeu favorise l'oisiveté, en séparant l'idée du gain de celle du travail, et qu'il dispose les âmes à la dureté, à l'égoïsme le plus atroce ? Ignore-t-on les révolutions subites qu'il produit dans le patrimoine des familles particulières, au détriment des mœurs publiques et de la société générale ? Plus récemment, aujourd'hui encore, le Code criminel du Canada, largement inspiré du droit anglais, est très explicite sur ce sujet. L'article 179.1 pose que commet un acte de vagabondage toute personne qui tire sa subsistance, en totalité ou en partie, du jeu ou du crime et n'a aucune profession ou occupation légitime lui permettant de gagner sa vie. La loi édictée par la reine Élisabeth amorcera le début d'une vision répressive qui sera révisée et approfondie par George II en 1744. Cette conception est typiquement anglaise, car en 1612, Louis XIII a adopté un mandement contre le vagabondage, sans qu'aucune relation ne soit opérée entre le jeu et le vagabondage. En droit français, l'association entre la prostitution et le jeu fut même exportée en Louisiane par une loi pénale du 19 mars 1818 qui regroupait sous les termes de maisons de désordre, les maisons de jeu, tripots, tavernes et les lieux où se trouveraient des dames de compagnie. Ce n'est que bien plus tard que le droit français joindra au jeu le vagabondage, ainsi qu'à la prostitution. La loi sur la relégation des récidivistes du 27 mai 1885 viendra réunir dans son article 4 ces comportements sont considérés comme gens sans aveu et seront punis des peines édictées contre le vagabondage tous les individus qui, soit qu'ils aient ou non un domicile certain, ne tirent habituellement leur subsistance que du fait de pratiquer ou faciliter sur la voie publique l'exercice de jeux illicites ou la prostitution d'autrui sur la voie publique. Mais déjà, le monarque français marquera de son empreinte la législation des jeux par 3 ordonnances. La première en 1621, la deuxième en 1629, puis la troisième en 1635. 107. Le 30 mai 1621, Louis XIII interdit fermement de jouer ou de s'assembler en vue de s'adonner aux jeux de hasard. Les tenanciers qui organisent dans leur maison des jeux de hasard sont lourdement sanctionnés. Cette ordonnance est reprise et renforcée en 1629. 108. Dans la deuxième ordonnance de 1629, nommée Code Michaud, Louis XIII prohibe l'organisation de jeux. Il interdit à quiconque de recevoir dans sa maison des assemblées pour le jeu, dénommées brelans ou académies. Aucune prestation ou location destinée à cet effet n'est possible. Il assimile cela à de la prostitution. Pour les sujets du roi, la sanction est l'incapacité à perpétuité de tenir un office royal. Les tenanciers étaient bannis à jamais de la ville, et leurs maisons confisquées si l'académie ou le brelan perdurait plus de 6 mois durant. Le même traitement était infligé aux joueurs qui s'étaient rendus au moins 3 fois dans un brelan. Les articles suivants annulent purement et simplement le contrat de jeu, ses effets, ainsi que tous les autres contrats connexes à celui du jeu. Les dettes. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.